Je suis Sophie Piot, je suis la directrice commerciale d'LHH sur la France pour les grands comptes. Mes équipes travaillent avec les grands comptes aujourd'hui pour bâtir les dispositifs d'accompagnement des transformations RH et pour aider les entreprises à les mettre en œuvre. On est ce matin tous réunis autour de grandes entreprises, d'Anne-Laure Khoury, pour parler du monde de demain. On voit bien que la partie, en tout cas le retour au travail, le retour et le déconfinement ne se fera pas de la même façon que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et donc le monde d'après-Covid, il va poser des problématiques aux entreprises. Il y a de nombreux challenges qui se posent à nous. Et donc pendant ces 2 heures, j'aimerais qu'on puisse échanger et qu'on puisse trouver des solutions, poser les problématiques et échanger avec Anne-Laure Khoury sur les solutions que l'on peut avoir aussi pour accompagner nos entreprises, nos industries, pour réussir ce passage et cette période. Pour introduire cet événement, je vais appeler Aurélie Feld, qui est notre présidente et la présidente d'LHH France, pour introduire notre table ronde. Bonjour à toutes et à tous. On avait dit qu'on se démasquait pour parler, donc voilà, je vais me démasquer, je remettrai mon masque après, j'espère que ça ne dérange personne. Écoutez, je suis absolument ravie d'être là, et d'ailleurs, je suis ravie à double titre. Je suis d'abord ravie à titre personnel, puisque c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous accueillir tous en présentiel à un événement LHH, et je suis aussi ravie pour les équipes de LHH, parce qu'on a eu l'opportunité d'organiser cet événement. On a à nouveau tous ensemble le plaisir de se retrouver. Et ça, c'était presque devenu inespéré. Une fois qu'on a dit ça, maintenant qu'on sait qu'on est ravis de se retrouver, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on espère que c'est vraiment le moment où on va passer dans la post-pandémie. D'ailleurs, chez nous, on y croit très fort. On est déjà en train de vous organiser un prochain événement présentiel pour la rentrée. Et on espère qu'il pourra se tenir sans problème. Mais aujourd'hui, donc, on va parler du monde d'après. On va essayer de l'esquisser ensemble. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à le construire en 2 heures, mais au moins, on va essayer de l'esquisser ensemble. Alors, pour en parler, c'est assez compliqué. On n'a plus vraiment trop de repères. Ils ont tous un peu explosé en vol. On n'a pas non plus de boule de cristal. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres appuis, d'autres solutions. Évidemment, le monde d'avant peut nous servir de référence. La crise aussi, avec ce qu'on y a appris. Et puis aussi, quand même, en s'entourant d'experts, de praticiens, on peut aussi aborder ce qu'on pressent. Et en s'appuyant sur ces différents éléments, on va pouvoir esquisser ensemble des solutions. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Anne-Laure Khoury, qui a vécu de l'intérieur toute la période pandémique, le quoi qu'il en coûte, et qui a, grâce aux mesures qui ont été prises, permis de sauver avec un certain succès beaucoup d'emplois et beaucoup d'entreprises. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous 3 dirigeants de grandes entreprises qui, eux, ont vécu la crise de l'intérieur de leurs entreprises, qui ont vécu aussi toutes les difficultés que ça a pu poser à leurs salariés, à leur écosystème. Et ensemble, ils vont pouvoir dialoguer pour nous aider à mieux comprendre ce qui pourrait se passer. Parce que, somme toute, notre préoccupation à toutes et à tous aujourd'hui, c'est de réussir la transition vers le monde d'après. Et je pense qu'on ne peut y arriver qu'ensemble. Dans ce contexte un peu bousculé, moi j'ai au moins une conviction. C'est que pour que le monde d'après soit un succès, il faut qu'il soit plus égalitaire, plus juste que le monde d'avant. Parce qu'au fond, c'est assez facile d'embarquer sur l'autoroute ceux qui y sont un peu déjà. Ceux qui, par leurs diplômes, leurs compétences, leurs expériences, leur réseau, peuvent facilement préserver et développer leur employabilité. Mais c'est au moins tout aussi important d'embarquer ceux qui sont déjà sur le bord de la route parce qu'ils n'ont pas les diplômes, l'expérience, les compétences, le réseau qui leur permettent de rentrer sur la bretelle d'autoroute. C'est aussi important d'emmener ceux qui risquent de se retrouver bientôt sur le bord de la route parce que leurs emplois sont menacés.
Dans les 2 heures qui viennent, je pense que je ne vais pas changer de conviction. Je pense en revanche que je vais en développer d'autres, je vais les étoffer avec vous. Je vous souhaite une excellente matinée et pour ma part, je vous retrouverai pour la conclusion. À tout à l'heure. Merci Aurélie. Je vais appeler Anne-Laure Coury, qui est la conseillère sociale de l'Élysée et qui va nous accompagner ce matin et qui va nous éclairer aussi un peu de qu'est-ce qui s'est passé, quels dispositifs ont été mis en place et qu'est-ce qu'on a pu finalement en retirer. Qu'est-ce que ça a permis? Parce qu'on a eu la chance d'avoir un gouvernement qui a réagi vite, qui a proposé des dispositifs qui ont permis de sauver de l'emploi. Et comment finalement on va sortir de ces dispositifs, comment on va demain aussi être en capacité de proposer quelque chose en entreprise pour que cette sortie elle se passe sans douleur sociale et avec dans un nouveau paradigme au niveau des modes de travail. Pour information, nous entrons en période électorale, donc nous sommes en partages, qui sont des partages qui sont bien sûr off pour l'extérieur. Donc vous êtes des privilégiés aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Anne-Laure Coury, de façon à ce qu'elle échange avec nous sur ce sujet. Donc en termes de bilan, quel est votre bilan de la période qu'on vient de quitter, mais dans laquelle on n'est pas tout à fait on est encore un peu sur le crin. Mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur votre ressenti sur ces derniers mois. Donc peut-être, bonjour à tous et effectivement ravi de vous voir en vrai, ça fait vraiment plaisir, surtout que beaucoup d'entre vous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc juste où on en est là, déjà ce qui s'est passé pendant ces derniers mois, donc juste pour vous redire à quel point je pense que vous avez tous vu que l'État est intervenu massivement. Je pense que le bilan qu'on fait aujourd'hui, c'est un bilan qu'on a repartagé d'ailleurs avec les partenaires sociaux en début de semaine et qui était relativement consensuel, c'est-à-dire l'État est intervenu à bon escient, a priori. Vous avez regardé sur les dispositifs d'activité partielle notamment, on a quand même eu des dispositifs qui ont soutenu plus de 9 millions de salariés au plus haut de la crise, donc c'est quand même des dispositifs massifs. Et on a évité le pire. Regardez en 2008, je vois Isabelle Hainaut-Chevalier qui hoche la tête, souvenez-vous ce qu'elle était aux manettes à l'époque. Souvenez-vous, on avait augmenté le nombre de demandeurs d'emploi de 25%. Là, en gros, à un moment le plus élevé, on était autour de plus 7,6%. Donc on voit quand même qu'on a réussi à vraiment contenir sur cette question de l'emploi qui était absolument cruciale pour l'État. Et là, d'ailleurs, on est même surpris par la vigueur avec laquelle les créations d'emplois repartent. Alors, la fin du premier confinement, on l'avait déjà vu, parce que ça repart toujours c'était déjà reparti très haut, mais là, c'est vrai que le nombre de créations d'emplois est tout à fait impressionnant et on espère que ça va continuer. Mais donc, voilà, je pense que l'État, vous le savez, sur l'activité partielle, on peut dire quand même que c'est quelque chose qui a bien fonctionné, qui a préservé les emplois. Au niveau économique aussi, les taux de marge des entreprises ont été globalement préservés. Et puis un point très important, le pouvoir d'achat aussi de nos concitoyens ont été largement préservés. Après, bien sûr, là je parle de manière générale, il y a toujours des catégories de population qui ont plus souffert que d'autres. On a vu notamment que les indépendants avaient plus souffert. Il y a un vrai sujet sur les jeunes, on pourra y revenir. Mais globalement, quand on raisonne en grande masse, il y a eu quand même un effort massif et plutôt efficace sur la préservation et de notre tissu économique et de nos emplois, qui était la priorité majeure. Alors, ça, c'était le point économique et social. Sur la partie santé, qui était notre priorité aussi, vous avez vu que adopter ce droit souple, qui était le protocole national, a été quelque chose finalement qui nous a permis de réagir vite. Je pense que c'est quelque chose qui, vous me direz comment vous l'avez vécu, mais que vous avez regardé avec beaucoup d'attention et qui là aussi encore a fonctionné sans qu'on fasse nécessairement d'énormes durs pour vous aider à protéger la santé de vos salariés. Et puis, le troisième volet majeur de notre action, ça a été la relance, puisque dès l'année dernière, vous avez vu qu'on a engagé ce plan de relance qui, pour l'instant, fonctionne, qui, dans l'ensemble, je pense, est mal
connu de nos concitoyens, hein, donc ce qui pose un peu une difficulté. Il faudra s'interroger sur ça, comment est-ce que ça se matérialise de manière concrète. Mais de facto, quand on regarde le nombre de projets, etc., il y a déjà des choses très importantes qui ont été faites. Je vous abreuve pas de chiffres, mais si vous en voulez après, on pourra rééchanger, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, où on en est là, sur le climat social ? Quand on regarde un peu les chiffres, nous, pendant toute la crise, on a été très, très, très en lien avec les partenaires sociaux. Cette crise, en fait, si vous regardez bien, rétrospectivement, elle a été placée sous le signe du dialogue social, très fortement. À notre niveau État, bon, il y avait des réunions toutes les semaines, enfin, extrêmement fréquentes à tous les ministères, en fait, avec leurs ce qu'on appelle les écosystèmes, avec leurs différents intervenants, etc. Mais bon, nous, ministère du Travail, Champ Travail, il y a eu vraiment des relations extrêmement étroites avec les partenaires sociaux. Et ce qui nous ont beaucoup fait remonter, c'est attention, on a un corps social qui souffre. Notamment quand on était au début d'année, là, je ne sais pas comment c'était dans vos entreprises, mais un corps social qui souffre avec un sentiment d'enfermement, des gens qui se sentaient isolés, enfin, donc une crainte. Il y avait beaucoup de remontées en disant la moindre chose peut faire une étincelle, enfin voilà, une grosse inquiétude des partenaires sociaux sur la souffrance de la société liée au confinement, notamment, qui a quand même été extrêmement long. Alors après, c'est vrai qu'on parlait plus de confinement, mais enfin quand même, on a fait une limitation de notre quotidien qui était quand même très forte. Alors, on a une étude du ministère du Travail qui est sortie récemment, que vous avez peut-être vue sur justement pour essayer de mesurer cette santé au travail et comment ça se passe, l'état un peu des actifs. Et donc là, ça confirme un peu ce sentiment. C'est-à-dire que quand on regarde, on s'aperçoit que les risques psychosociaux, donc le risque dépressif, a augmenté de 10 points quand on a fait la mesure en début d'année par rapport à un an avant. Donc 10 points, c'est quand même quelque chose de très conséquent. Il va falloir qu'on en rediscute parce que je pense que dans vos entreprises, ça va être quelque chose sur lequel il faut que vous soyez, je pense, assez vigilants dans les prochains mois. Je ne sais pas combien de temps on va mettre pour se remettre, mais en tous les cas, là-dessus, il y a quelque chose sur lequel il faudra être attentif. 10 points, c'est quand même pas négligeable et c'est en un an. Hein, parce que la mesure, elle s'est faite en début d'année par rapport à un an avant. Donc, voilà, quelque chose d'assez fort. Après, j'avais l'échange avec certains d'entre vous dans un autre cadre. Quand on regarde au global, il y a un actif sur 2 qui considère que ses conditions de travail n'ont pas changé. Donc, j'ai échangé avec certains d'entre vous, justement, je trouvais que spontanément, j'aurais pensé qu'il y avait plus de gens qui avaient vu leurs conditions de travail modifiées. Mais là, donc, 1 sur 2 considère que non, qu'il n'y a pas eu de changement. 1 sur 3 considère qu'au contraire, ça a été une période dans laquelle il est assez satisfaisante en fait, dans son emploi. Alors, il y a certes une intensification du travail, comme on l'a vu pour certains, mais un sentiment d'utilité plus fort et finalement des conditions de travail qui se sont adaptées, qui leur ont permis de répondre à cette intensification de travail. Et donc, cette question de l'utilité, ce sentiment d'utilité a joué positivement dans leur perception de la manière dont ça se passait. Puis il y en a 1 sur 10 au contraire, où là c'est une dégradation forte, avec le sentiment qu'à la fois il y a eu l'intensification du travail et qu'ils n'ont pas eu les moyens pour répondre, et que voilà, enfin, du coup un sentiment de souffrance relativement important. Donc on a ce climat-là qui est un peu particulier, donc sur lequel on espère que, enfin, dès qu'on a levé les contraintes sanitaires, on a eu le sentiment que voilà, ça repartait, qu'il y avait ce plaisir de revenir au monde d'avant, puisque nous, tous les remontées d'opinion qu'on voyait, c'était ça. En fait, les gens nous disent « redonnez-nous notre vie d'avant ». Notre emploi d'avant, la manière dont ça se passe. Donc c'est intéressant d'ailleurs par rapport au monde d'après, parce que la première réaction, c'était quand même « donnez-moi le monde d'avant ». Et puis après, on verra sur la suite, quoi. Bon, donc effectivement, quand on a levé les contraintes sanitaires, il y a eu vraiment ce plaisir de se dire que c'était positif, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui ont marqué, et qui m'ont marqué durablement. Je ne vous apprendrai rien, évidemment, sur le fait que la crise a accéléré tout un certain nombre de phénomènes. On va reparler, je pense, du télétravail assez longuement dans nos échanges. On voit bien que c'est quelque chose qui, sur le fond,
enfin modifier complètement nos pratiques, et pas que dans le monde du travail. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel les partenaires sociaux ont souhaité discuter avec nous, c'est-à-dire qu'à la sortie de la conférence sociale de mars, on a convenu qu'on allait travailler avec eux en prospective, c'est-à-dire on a eu à gérer la crise, la sortie de crise, mais comment est-ce qu'on allait essayer d'anticiper dans le temps la manière dont le télétravail notamment, mais plus généralement le rapport au travail, ça c'est quelque chose que vous allez me dire si vous avez cette appréciation aussi, c'est-à-dire que en particulier la CFDT, elle dit le rapport au travail a changé. C'est-à-dire que il y a un changement par rapport au lieu de travail, c'est-à-dire que tout le monde ne veut pas revenir sur son lieu de travail, mais même dans la manière de le voir, la manière de se projeter dans le temps sur le travail, et visiblement ils ont le sentiment que ça a beaucoup changé du fait du télétravail, et donc ce sera peut-être difficile de revenir, enfin que il va falloir gérer une évolution massive sur cette question du rapport au travail. Alors, on va essayer donc de projeter dans le temps. Vous me direz comment ça se passe, vous, dans vos entreprises sur le télétravail, mais je pense que vraiment, encore une fois, la négociation dans vos entreprises va être cruciale sur tous ces sujets. Vous avez beaucoup négocié quand on regarde les chiffres ces dernières années. Vous avez beaucoup négocié, alors je vais me permettre, je pense aussi grâce aux ordonnances travail, qui n'ont fait que renforcer un phénomène qui était déjà amorcé, parce que les ordonnances travail, c'est quand même un aboutissement de plusieurs lois qui, depuis un certain nombre d'années, allaient dans le même sens de renforcer la négociation d'entreprise. Mais on l'a vu, on l'a mesuré dans les textes. En 2019, on avait multiplié par 2 le nombre d'accords, donc c'est quand même tout à fait considérable. Et on voit là, pendant la crise, que la DGT, la Direction Générale du Travail, vient de sortir son bilan des négociations collectives. Globalement, il y a eu une petite baisse, mais dans l'ensemble, c'est supérieur aux années précédentes. On voit donc les entreprises se sont saisies, ont beaucoup négocié, elles ont dû certainement beaucoup négocier sur les questions de santé, enfin il a fallu s'adapter, il a fallu gérer, etc. Et donc la négociation a été quelque chose de très présent. Vous avez aussi beaucoup négocié des accords de reprise. Et donc, voilà, donc la négociation a été très nourrie et il faut absolument arriver à la maintenir, puisque derrière, je pense que vous avez beaucoup d'évolutions très pratiques qu'il va falloir continuer de négocier. Au niveau national, vous avez vu que donc voilà, il y a eu ce lien très très fort avec les partenaires sociaux. On a eu aussi le plaisir de voir qu'on pouvait re-signer des accords nationaux interpro, avec notamment 2 accords, alors un sur le télétravail, qui est plus un guide pratique, mais qui a le mérite d'avoir juste, d'un point de vue politique, fait revenir tout le monde à la table de négociation et de signature, à part la CGT qui ne signe pas, mais voilà, donc on se retrouve dans un modèle de négociation tel qu'avant. Et puis l'accord santé au travail, qui est pour le coup, pour certains des partenaires sociaux, c'est celui qui disent on avait vraiment tous quelque chose à gagner dedans. Donc c'est vraiment le retour à la négociation comme avant, où chacun négocie quelque chose en contrepartie d'évolution. Et là aussi, tout le monde qui signe, sauf la CGT, donc quand même voilà, le retour à des accords nationaux interpro qui visent à structurer notre évolution dans le temps du droit. Donc la négociation dans vos entreprises et à tous les niveaux, au niveau national interpro, puis avec nous aussi, parce qu'on en aura besoin pour préparer et anticiper ces évolutions. Vous me direz, vous, les évolutions du droit du travail qui vous paraissent intéressantes dans les années à venir, on voit bien que le télétravail va poser la question du temps de travail de manière générale. De toute façon, le temps de travail, on va le prendre par tous les bouts, on va avoir la question du respect de certaines normes, repos quotidien, mais pas que. Mais on va avoir bien sûr la question du temps de travail tout au long de la vie, puisqu'on va revenir dans les différents sujets qui sont devant nous, et bien sûr la question des retraites, qui va quand même se poser. Et donc cette question-là aussi, donc le temps de travail va être au cœur, je pense, des réflexions qu'il va falloir mener, voilà, peut-être avec des évolutions dans les textes qu'il faudra prendre. Mais ça, ce sera intéressant que vous me disiez comment vous voyez les choses là-dessus. Peut-être vous dire là sur où on en est, vous me dites si oui, je déborde, où on en est, et puis les grands sujets qui sont en fait devant nous. Donc on a celui du temps de travail et du télétravail, donc avec des évolutions sans doute à mener. On va avoir cette question du rapport au travail, donc si effectivement il y a là-dessus des choses qui évoluent, mais à très court terme, on va avoir le sujet de la vaccination, puisque là je vous ai fait un bilan
un tout petit peu daté, hein, puisque c'est un bilan général, mais on voit bien que depuis 15 jours, on a une augmentation très forte du variant Delta, maintenant célèbre. Et donc, on voit que on va devoir vraiment mettre un coup d'accélérateur très très fort sur la vaccination, parce que sinon, on va avoir à nouveau des difficultés importantes. Du coup, cette question de la vaccination obligatoire, elle est bien sûr posée pour les soignants. Et vous avez vu dans la presse qu'elle a été posée par le Premier ministre, qui a saisi les élus et les parlementaires, en fait, pour voir comment ils sentaient les choses, parce que si on doit la faire évoluer, par ailleurs, il faut un texte de loi. Mais vous avez vu que la CFDT et le MEDEF ont posé la question de l'élargissement de la vaccination aux salariés dans certains milieux de travail, avec le meilleur exemple étant celui du barman qui, lui, n'est pas soumis au pass sanitaire lorsqu'il sert ses clients en boîte de nuit qui, eux, auront vu leur pass sanitaire vérifié. Et donc la question, notamment, que nous posait le MEDEF, c'est voilà, qu'est-ce que vous nous dites, vous, État, sur cette question du barman, quoi. Est-ce qu'il faut le soumettre, sachant que le droit du travail, bien sûr, ne vous permet pas aujourd'hui ni de vérifier son pass, ni d'obliger à la vaccination. Donc ils ont élargi le débat. Moi, ça m'intéresserait de savoir, vous, comment vous le voyez, cette question de la vaccination dans vos entreprises et dans votre rapport à vos salariés. Ça va être en tous les cas question très, très importante. Après, il y a plein de modalités. On parle de la vaccination, mais il y aurait d'autres modes d'action pour renforcer la vaccination au sein de vos entreprises. Et donc, ça pose aussi la question des services de santé au travail, de leur action. Enfin, là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, les services de santé au travail n'ont pas contribué massivement à la vaccination, pour plein de raisons. Mais bon, du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir un intérêt à réfléchir à ces modes d'action, et donc moi, je suis preneuse. Mais donc, on est à un moment où on est à la fois dans l'euphorie de la reprise. Les boîtes de nuit réouvrent, pour ceux qui sont intéressés, le 9 juillet. Mais faites attention donc au barman. Et après, voilà, il faut qu'on arrive à rester sur ce train. On voit bien, vu les chiffres, je ne sais pas si vous avez vu dans tout ce petit Covid les chiffres, mais on est déjà à 57% de variant Delta à Paris. Enfin, on sera à la fin du mois de juillet, je pense, avec un variant très, très massivement implanté. Donc, cette question de la vaccination va être, dans les prochains mois, une question cruciale sur laquelle il va falloir que qui va poser des questions majeures aussi entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés, avec des craintes, hein, les partenaires sociaux nous l'ont redit, des craintes qu'il y ait des oppositions, en fait, des conflits physiques même entre les gens, entre les vaccinés et les non vaccinés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, donc là c'est un enjeu majeur. La ministre du Travail, du coup, le président de la République lui a demandé de faire une réunion avec les partenaires sociaux sur ces sujets-là très, très court terme pour qu'on puisse y réfléchir. Donc on a cette question de la gestion de la crise sanitaire dont on n'est pas complètement sorti, qui risque de durer encore un petit peu de temps. Et puis après, on a les sujets de fond. Donc, je vous disais tout à l'heure sur les jeunes, on a cette question. On voit que c'est une population qui a beaucoup souffert. Enfin, vous avez tous ces images de jeunes qui font la queue pour l'aide alimentaire, notamment les étudiants. Donc voilà, il y a quelque chose là-dessus. Et puis le président, encore une fois, considère qu'on ne peut pas se satisfaire d'être le pays dans lequel on a un taux de jeunes ni en emploi ni en formation parmi les plus élevés de l'OCDE. Donc là, il y a vraiment cette problématique qu'il va falloir traiter. Puis on a un point central, et c'est ça qu'il a dit aux partenaires sociaux, notamment mardi, qui est celui des compétences. Alors celui sur les compétences, nous, c'est quand même quelque chose depuis le début du quinquennat sur lequel on a massivement investi. Il y a la DGEFP dans la salle là-bas, avec le masque rouge, qui est le responsable du plan investissement et compétences, qui est un plan dans lequel on a investi massivement. On a mis 15 milliards quand même sur l'ensemble du quinquennat, qui vise à faire en sorte que les demandeurs d'emploi, on change de braquet sur la formation des demandeurs d'emploi. Vous savez qu'en France, encore aujourd'hui, avec les investissements qu'on fait, on est encore 2 fois moins, on forme 2 fois moins nos demandeurs d'emploi que l'Allemagne. Voilà, c'est juste un élément de comparaison, mais vous voyez qu'on a encore du chemin à faire. On a progressé, puisque aujourd'hui on forme un demandeur d'emploi
sur 6, alors qu'avant, au début du quinquennat, c'était 1 sur 10. Et puis, bien sûr, si le chômage augmente, comme on raisonne en proportion, ça complique les choses. On arrive, donc quantitativement, on a vraiment rempli nos objectifs là-dessus, mais vraiment, on a un sujet formation des demandeurs d'emploi qui est massif. On le voit encore là très concrètement sur les métiers en tension. On voit la restauration, au-delà des questions de conditions de travail qui sont posées, on voit qu'il y a un sujet de compétences. Et donc là, par exemple, on a aussi beaucoup investi avec le FNE Formation sur la réappropriation de gestes professionnels, puisque vous avez plein de gens, des demandeurs d'emploi, comme d'ailleurs des salariés, qui ont perdu le geste professionnel parce que ça fait des mois qu'ils n'ont pas travaillé. Donc on a investi l'année dernière 300 millions d'euros pour former des gens qui étaient en activité partielle. Ça, c'est un point qui était important. Je ne sais pas si dans vos entreprises, c'est des choses qui ont été utilisées. Mais c'était intéressant, cette action aussi, qui est de dire, pendant que les gens sont en activité partielle, pendant qu'ils sont en inactivité, on va les former. Alors, ce n'est pas des formations très longues dans l'ensemble à ce stade, mais ce qui permettait aussi de maintenir du lien et puis de faire progresser. Et donc là, cette année, pareil, on investit massivement là-dessus. Donc on va continuer sur les compétences, les demandeurs d'emploi, mais les salariés, avec le compte personnel de formation, qui est là aussi un... Vous me dites là, je vous sens inquiète. Non, c'est bon, mais j'arrête quand vous voulez. Mais donc on va continuer sur les compétences de manière massive, donc avec mon compte personnel de formation, qui est, donc, je vous le dis, qui est un succès. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais c'est un succès populaire avec quand même un point très important. Vous avez 73% d'employés et d'ouvriers qui ont recours à un compte personnel de formation. Avant, rappelez-vous, la formation, c'était quand même les cadres dans les grosses boîtes. Donc ça change complètement. En fait, le fait qu'on ait fait ce dispositif et cette appli en 3 clics, ça change le rapport à la formation. Alors après, on peut critiquer, mais c'est un point important. Donc compétences, ça va être le point crucial de ces prochains mois. On voit qu'on a devant nous des transformations massives de l'économie. Le président de la République voit la filière automobile la semaine prochaine. Donc là-dessus, on a des enjeux majeurs. Et donc là, les compétences, ça va jouer un rôle absolument considérable. Et donc, il faut qu'on voit comment on continue d'investir là-dedans. Puis après, on reparlera peut-être des retraites. Merci beaucoup, beaucoup. Je vais faire venir, parce que je pense que le sujet des compétences est effectivement le sujet de la plateforme auto et un vrai sujet. On a avec nous aujourd'hui Bruno Bertin, qui est le DRH France de Stellantis. Donc le groupe Stellantis est un groupe qui aujourd'hui est la fusion de PSA et de Chrysler Fiat. Donc un grand groupe aujourd'hui, un vrai changement de paradigme, je pense, pour le groupe PSA, avec de multiples marques, une présence maintenant à l'international. Le sujet de la transition écologique qui va être très très fort pour vous à lever, avec une intervention, je crois, de Carlos Tavares aujourd'hui sur votre plan stratégique pour gérer cette transition. Donc Bruno Bertin, si vous pouvez nous rejoindre et venir échanger avec nous sur justement ces sujets autour de la compétence. Bruno, on a aujourd'hui sur Stellantis un gros travail. Ils sont allumés normalement. On a un gros travail qui est fait, notamment sur cette transition écologique. Donc on parlait des compétences, Anne-Laure Coury a parlé des compétences. Vous avez fait des choix sur ces investissements en termes de transition écologique et transition surtout technologique pour vous, transition des métiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire comment est-ce que vous abordez ces éléments, et notamment d'un point de vue RH ? Bien sûr, et je suis vraiment ravi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui en présentiel. C'est vrai que ça fait un peu bizarre après toute cette période qu'on a vécue. C'est vrai que la transition énergétique, on en parle depuis quelques années, mais là on commence à la toucher du doigt, c'est extrêmement concret. Je pense que l'industrie automobile va connaître une transformation sans précédent dans la décade qui va suivre. Et pour ce qui nous concerne, on a anticipé avec des décisions stratégiques extrêmement structurantes, puisque nous avons décidé il y a quelques années d'investir en créant des joint ventures avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir
récupérer, j'allais dire, une partie de la chaîne de valeur sur la chaîne de traction électrique, qui sont des composants importants dans le véhicule électrique et que nous achetons aujourd'hui en Asie. Et donc ces 3 JV que nous avons décidé de créer sur le territoire français, on les a placés judicieusement sur des sites industriels français que nous avons et qui sont concernés par cette transition énergétique. Donc c'était des choix extrêmement forts, extrêmement importants et qui nous permettent de... Je vais prendre un exemple, mais sur par exemple la Gigafactory dont on parle assez régulièrement, la première Gigafactory en France qui aura lieu à Douvrin, qui est un site dans le nord de la France. Cette JV, elle est à 50-50 avec un autre partenaire qui est Saft, et ça permet d'allier un spécialiste de la chimie qui est Saft, donc on a de la recherche, on a du développement en France, et puis avec Stellantis qui est bien sûr l'expert dans le domaine de l'industrialisation, et donc on réunit comme ça les compétences de chaque société pour pouvoir lancer cette Gigafactory. Et on a aussi une autre JV sur un autre site pour des moteurs électriques, et une 3e JV pour des boîtes de vitesse électriques. Voilà. Donc cet ensemble-là, lorsqu'ils ont été décidés, maintenant on est entré dans la phase un peu plus concrète, on commence à les mettre en œuvre, les premières productions vont démarrer en 2022, donc finalement c'est assez proche, mais elles vont offrir des opportunités de reconversion pour nos salariés, parce qu'on voit bien ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que cette transition énergétique, elle va en s'accélérant, et je pense qu'elle va continuer de s'accélérer sans doute dans les jours qui viennent. Et ça, ce sont des décisions qui sont externes, et donc nous, en tant qu'entreprise, eh bien, nous nous adaptons à cela, et je crois que d'un point de vue RH, c'est important de pouvoir se projeter et d'offrir des solutions de reconversion à nos salariés sur des nouvelles technologies et j'allais dire, d'abandonner les technologies traditionnelles. Donc en clair, le moteur thermique, il est voué à disparaître. Donc des fois, c'est un peu difficile à expliquer aux salariés, mais c'est la réalité, et on voit bien que cette réalité ne fait que s'accélérer. Donc après, il faut qu'on arrive à accompagner ce changement, qui est un changement majeur, de pouvoir se projeter sur autre chose et d'offrir ces solutions de reconversion avec un certain nombre de dispositifs. Et justement, en termes de dispositifs, au niveau des dispositifs légaux aujourd'hui, qu'est-ce qui vous aide, ou qu'est-ce qui vous aiderait finalement à construire ces nouvelles compétences, à attirer peut-être aussi des jeunes sur ces nouveaux métiers? Anne-Laure Khoury parlait effectivement de l'emploi des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui fait partie je dirais, de votre projet stratégique, notamment sur les JV et les Gigafactories? C'est au cœur même, je dirais, de cette reconversion qu'on est en train de mener, que l'on va mener. Je pense que le projet de transition collective, qui est une initiative du gouvernement en cette fin d'année dernière, on y a répondu, j'allais dire, dès la première heure, parce que c'est... Et pourquoi on y a répondu tout de suite? On a un certain historique dans le groupe Stellantis, sur ces passerelles que l'on peut mettre en place sur des territoires donnés. Et donc, alors si je remonte un petit peu en arrière rapidement, mais pour expliquer pourquoi on y croit aussi. En 2013, on avait commencé à négocier avec nos partenaires sociaux, parce qu'on a une politique de dialogue social. Alors effectivement, je suis d'accord, c'est un dialogue social qui est encore plus accru pendant cette période sanitaire. On a vu encore plus les partenaires sociaux durant cette période. Et donc on avait négocié avec eux des accords et des dispositifs auxquels ils étaient attachés, qui permettaient finalement d'identifier des métiers qui étaient fragilisés à court ou moyen terme, de manière à les aider à se projeter à l'intérieur de l'entreprise via un certain nombre de dispositifs de formation qui pouvaient les accompagner, ou bien vers des projets externes qu'on pouvait accompagner. Et donc ce qu'on avait intitulé à l'époque Passeport de transition professionnelle, on l'a mis en place sur les différents territoires où on est implanté. On est un groupe présent dans 6 grands territoires. Et donc on l'a mis en place avec un certain nombre d'acteurs locaux que sont les DRETS, ou à l'époque les directs, mais les DRETS, les chambres territoriales de l'UIMM. Donc on a eu tout un écosystème qu'on a mis en place pour pouvoir aiguiller les salariés sur des métiers qui étaient demandés, et donc de pouvoir les repositionner sur des métiers porteurs. Et de façon complètement sécurisée. Je pense que ce point-là est important, puisque lorsque le salarié dans notre dispositif s'engage dans ce parcours, dans cette passerelle, il a un contrat de travail
dans la main. Il suit un parcours de formation qui ici malheureusement échoue, ça peut arriver, on a eu quelques cas. Il reste salarié du groupe Stellantis, donc il n'y a pas de risque pour lui. Si la formation elle s'avère positive, il rentre dans une période probatoire dans la nouvelle entreprise et à ce moment-là, ensuite, il intègre cette nouvelle entreprise. Donc on a une passerelle qui est complètement sécurisée. Et donc c'est pour ça que transition collective, par rapport à ces défis qui nous attendent dans la décennie qui vient, répond à cela. C'est-à-dire qu'on a des métiers, on sait, qui sont aujourd'hui fragilisé par ce qui est en train de se passer. On ne fera plus de moteurs thermiques. Le site de Douvrin fait des moteurs thermiques depuis 1969. D'un seul coup, on leur explique que finalement, le moteur thermique, c'est terminé à brève échéance. Et donc, il va falloir se projeter sur autre chose. Donc, c'est vrai que ces passerelles-là, elles sont nécessaires dans la période qui va venir. Et ce projet de transition collective, je trouve qu'il y a tous les acteurs qui participent. Je crois qu'il y a un digne représentant de la TEPRO dans la salle. Voilà. Je pense qu'il y a aussi les DREDS. Nous avons travaillé avec aussi une cabinet du ministre du Travail, la DGEFP qui est aussi présente. Enfin, tous les acteurs sont mobilisés pour faire de ce dispositif, qui est un dispositif ambitieux, pour le rendre encore plus opérationnel. Je pense qu'on peut aussi avoir des améliorations de ce point de vue-là, mais je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, parce qu'au final, ce qui nous importe, c'est d'anticiper cette transition et faire en sorte que les gens qui sont aujourd'hui sur tel type d'activité, dans 2-3 ans, se retrouvent sur une autre activité où ils ont été formés pour pouvoir s'adapter à cette activité et qui ne se retrouvent pas sur le carreau parce qu'à un moment donné, le monde a changé autour et fait que l'activité qu'on connaissait, elle n'existe plus. Merci Bruno. Vous êtes un des rares finalement grands groupes à réussir, je dirais aujourd'hui, à vous intégrer dans la transition collective de façon un peu fluide, parce que on va dire que c'est pas tout à fait fluide aujourd'hui la façon dont ça fonctionne. Qu'est-ce qui vous a permis finalement de mettre ça en place en termes de dispositifs? Nous, on vous accompagne depuis plus de 10 ans. On sait bien que le dialogue social chez vous, c'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui est assez fort, sur lequel vous êtes beaucoup investi et vous avez innové, mixé les dispositifs d'accompagnement et les dispositifs dans le cadre du dialogue social pour justement arriver à cette fluidité dans la gestion de vos emplois, dans les reconversions, dans des reconversions aussi vers l'extérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, dans le dispositif Transco, vous avez réussi finalement à construire quelque chose qui vous permet d'utiliser ce dispositif là où certains grands groupes n'y arrivent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et puis peut-être aussi voir avec Anne-Laure Coury quels sont les facteurs clés de succès qui nous permettraient d'être encore plus, je dirais, efficaces, ambitieux sur le sujet de la transition collective et de la reconversion des collaborateurs? Oui, c'est un dispositif que nous avons mis en place et négocié avec les partenaires sociaux. Donc, et c'est vrai qu'on a du coup un appui. Alors quand je dis les partenaires sociaux, ils représentent pour les syndicats qui ont signé ce type d'accord 80% des salariés. Donc c'est vraiment une large majorité, j'allais dire, des salariés qui se retrouvent derrière ces syndicats qui soutiennent le dispositif. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est un dispositif qui repose sur en interne sur un observatoire des métiers et des compétences qu'on a mis en place déjà depuis de nombreuses années, qui a la particularité d'avoir à la fois une vision nationale, parce qu'on a nos métiers pour lesquels on fait une prospective, et aussi une vision locale sur chacun des sites. Donc il y a, si vous voulez, il y a deux niveaux, je dirais, de prospective, et qui nous permettent d'identifier les métiers qui sont à l'avenir plus fragilisés, ou ceux qui sont porteurs, ou ceux pour lesquels il y a un équilibre, un juste équilibre. Donc ça, c'est un outil qui est important pour pouvoir communiquer auprès des salariés qu'ils sont sur tel ou tel type de métier. Donc, ce qui suppose aussi la transparence vis-à-vis d'eux pour qu'ils puissent aussi se projeter. Donc ça, je pense que c'est un point important, cette prospective, ce diagnostic-là. Après, le travail qui est aussi un peu plus compliqué à faire, c'est que dans un territoire donné, il faut mettre en synergie un certain nombre d'acteurs
et sur lesquels on travaille pour voir s'il n'y a pas des passerelles qui existent entre nos métiers et puis d'autres métiers qui sont porteurs. On a eu, très honnêtement, on a une expérience de quelques années où on a signé une centaine de partenariats avec des entreprises de toute taille. Donc ce n'est pas uniquement que des grandes entreprises. C'est vrai qu'on a eu un partenariat avec Airbus, avec la SNCF, la RATP, mais on a aussi des toutes petites entreprises. Et ça, j'ai en tête un exemple où on a eu, par exemple, un ambulancier où il y avait 3 personnes, il recrutait quelqu'un et on a su mettre en place une passerelle sécurisée avec lui. Donc voilà, c'est tout azimut, j'allais dire, quand on se lance dans ce genre de dispositif. Et ces partenariats, il faut les mettre en place, il faut convaincre tous les acteurs, que ce soit le salarié, que ce soit l'entreprise d'accueil, que tout le monde est gagnant finalement, parce qu'il y a une passerelle qui est complètement sécurisée. Et c'est ce qu'on arrive à faire et j'allais dire inscrire durablement après dans notre pratique au quotidien. Après, je pense que le sujet de la transition collective, c'est vrai que là, il est récent encore, somme toute, puisqu'il date de la fin de l'année dernière. Donc il faut aussi qu'il s'installe dans le paysage, que les gens comprennent le dispositif, ils voient leur intérêt. Donc il y a aussi tout un travail de communication pour expliquer le dispositif. Et ensuite, il faut bien sûr avoir cette cartographie des métiers qui sont porteurs, pour pouvoir ensuite imaginer les passerelles possibles entre des métiers fragilisés et des métiers porteurs. Merci Bruno. Peut-être Anne-Laure, une réflexion sur le sujet des transitions collectives et ces facteurs clés de succès finalement, ou ces contraintes. Oui, non, transition collective, nous, notre sentiment, c'est que ça démarre trop lentement. Mais voilà, il y a l'expérience, parce que vous avez cette expérience, vous avez commencé il y a un certain temps quand même. Voilà. Mais on a fait le constat avec les partenaires sociaux que ça a démarré. Voilà, si on va à ce rythme-là, on ne va pas être prêt pour faire face aux évolutions qui sont devant nous, quoi. Donc là, je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous, dans votre ressenti, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver un mode d'organisation qui fait que ça démarre vraiment. Là, l'idée, c'est que les gens soient formés avant. Donc c'est vrai que c'est un peu à froid. Est-ce que c'est trop froid que ça marche? C'est une de nos questions. Je sais que LHH pose la question aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire vraiment rentrer facilement? Ça demande, voilà, on voit bien qu'il faut un investissement très fort de l'entreprise pour convaincre les salariés du fait qu'il faut qu'ils se forment parce qu'ils vont bouger et qu'ils vont changer d'entreprise et de métier parfois. Donc est-ce qu'on est trop à froid? Est-ce qu'il faut ouvrir Transco à des mouvements un peu plus à chaud, où là les gens se rendent plus compte peut-être du besoin? Je sais, enfin, vous voudrez peut-être réagir là-dessus. Peut-être sur ce sujet-là, on a effectivement. Alors peut-être que je vais laisser parler un expert, peut-être Marine, tu peux nous donner ton point de vue, parce que tu parleras beaucoup mieux du sujet que moi, même si je suis capable de le porter. Je pense que tu sauras mieux expliquer aussi pourquoi ça marche chez Stellantis et les choses qu'il y a à mettre en place. Alors, il y a plus d'experts que moi sur le sujet Transco, mais effectivement, je peux m'exprimer sur le sujet calendaire peut-être également. C'est-à-dire que là, on est un peu entre deux et peut-être que Transco ne prend pas encore totalement parce qu'on est un peu entre deux. C'est-à-dire qu'on est en fin de crise. On aura peut-être un correctif de transformation en septembre lié au fait que certaines entreprises vont plus prendre l'eau et devront opérer des correctifs techniques. Après, dans quelques mois, on va rentrer sur des correctifs plus stratégiques où les entreprises vont retrouver de la visibilité, revoir leur plan stratégique et derrière réaligner leur organisation. Et on ne va pas forcément sur de la restructuration, mais peut-être sur de la réorganisation. C'est-à-dire d'essayer de mettre les bonnes personnes au bon endroit dans un écosystème économique où il y a eu des changements en profondeur. Et cette crise, la caractéristique, c'est ça, c'est qu'elle a eu des changements en profondeur, des changements de comportement des consommateurs, des marchés qui ont été transformés. Et les entreprises vont se retrouver face à la réalité de devoir remettre les bonnes personnes au bon endroit, réfléchir sur les sujets de compétences, réfléchir à la bonne façon de le faire, peut-être en tirant... Il n'y a qu'un sujet, on attend. Comment ? Donc, en fait, pour vous, il n'y a pas de sujet. Non, pas du tout. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'un sujet d'attente, mais je pense que voilà, le ralentissement est peut-être lié à ça, un sujet d'attente et de manque de visibilité économique. Après, il y a des contraintes qui sont les contraintes de la technicité du sujet et du fait que
voilà, il faut rentrer dans le sujet, il faut arriver à attirer peut-être des plus petits opérateurs qui sont plus loin de ces sujets techniques et qui sont peut-être des recruteurs potentiels qu'on a du mal à identifier parce qu'ils ils vont pas se rapprocher forcément des pouvoirs publics pour aller lever la main et de dire bah, moi je cherche des personnes sur des métiers en tension. Et ça, c'est la difficulté du sujet, c'est-à-dire qu'on a des gros opérateurs qui sont exemplaires ici, qui s'investissent dans le sujet, et puis les plus petites entreprises sont plus loin de ça, gèrent pour l'instant le quotidien et ne sont pas forcément facilement identifiables. Globalement, donc vous n'avez pas vous pensez pas qu'il faut faire évoluer le dispositif en fait? Si, moi je le pense. Ah, parce que nous, on pense qu'il faut le faire évoluer, effectivement, mais... Non, si je peux me permettre, dans ce qu'il faut sans doute réfléchir, c'est déjà le périmètre. Quel périmètre? Aujourd'hui, on est limité par le double SMIC, hein, puisque c'est le plafond que nous avons. Or, on constate chez nous que c'est assez limitatif finalement. Alors c'est vrai qu'on a des opérateurs qui sont en dessous du SMIC et le dispositif s'applique très bien, mais on a aussi une population de techniciens, de cadres qui sont aussi frappés par cette transition énergétique. Et voilà, à un moment donné, on arrête de faire de la recherche et développement sur des moteurs thermiques, sur des moteurs diesel, etc. Donc on a des gens qui sont touchés par cela et qu'il va falloir reconvertir. Et donc je pense que ce plafond-là exclut du coup une partie non négligeable quand même de notre population, et je pense que ça serait un facteur d'amélioration. Après, je pense que finalement, par rapport à des petites entreprises, que je vois nous l'énergie qu'on y met sur le sujet, je pense qu'il faut qu'on arrive à sans doute simplifier je veux dire, le process administratif de validation, etc., pour que ça soit un peu plus fluide et que ça ne soit pas un frein. Parce qu'à un moment donné, quand on est confronté à un salarié qui est engagé dans cette reconversion, il y a la formation qui est engagée, le contrat de travail entre les mains, on ne va pas attendre plusieurs mois avant d'avoir toutes les autorisations nécessaires. Donc je pense que là, il y a peut-être un travail à faire, mais je sais que dans les différentes équipes qui se penchent sur le sujet, il y a un travail qui est en cours. Mais je pense que c'est nécessaire parce que pour une petite entreprise, il faut que ça soit plus fluide que cela. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième témoin. Merci Bruno. Vous pouvez rester ici parce que je pense que vous pourrez participer aux échanges derrière. Et donc je vais appeler Mathias Wichra, qui est secrétaire général et senior VP du groupe Danone. Donc on passe sur le secteur agro. Vous avez également un grand projet de transformation en cours, Mathias, aujourd'hui chez Danone, avec une relocalisation finalement de vos business sur les pays. Un grand projet qui s'appelle le Local First. Et un second grand projet qui s'appelle Future of Work. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse échanger peut-être avec la salle sur votre transformation à vous, Danone. On a aujourd'hui des dispositifs qui ont été mis en place par le groupe de façon négociée sur la reconversion de vos collaborateurs, et vous avez été, je dirais, innovant ou en tout cas ambitieux sur le sujet, parce qu'aujourd'hui vous avez mis en place un dispositif qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'aimerais bien que vous nous le présentiez, que vous nous expliquiez aussi ce que ça peut représenter aujourd'hui comme challenge pour vous, parce que c'est aussi une prise de risque, je pense, pour le groupe Danone. Et puis, quels sont les appuis dont vous avez besoin aussi pour que ça fonctionne demain? Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je commencerai par le contexte. Danone est devenue entreprise à mission en juin 2020, à l'occasion d'une assemblée générale où 99,5% des actionnaires ont voté pour le statut d'entreprise à mission. Si je commence par là, c'est que Danone est devenue donc la première boîte du CAC 40 à devenir entreprise à mission, et donc du coup avec toute une série évidemment d'impératifs catégoriques sur le plan environnemental, social et de gouvernance. Il se trouve que dans la suite de cette annonce, nous avons subi de plein fouet une crise qui a été plus violente chez Danone qu'ailleurs, liée à différentes raisons, notre portefeuille d'activité et des sujets d'organisation. Et donc nous avons pris la décision, 5 mois après, d'engager un plan qu'on a appelé Local First. Ce plan consistant principalement à relocaliser l'activité, à constater que dans les sièges, il y avait trop de monde et que du coup il fallait relocaliser l'activité pour redonner du pouvoir au local. Et donc ça a impliqué un plan d'environ 400 suppressions de postes et non pas d'emplois en France et un peu moins de 2000 dans le monde. Il y a eu évidemment une incompréhension
notamment médiatique, sur le fait de dire mais vous êtes une entreprise à mission et quelques mois après, vous avez ce type de dispositif que vous proposez. On a évidemment dit, et rien dans la loi Pacte qui prévoit le statut d'entreprise à mission ne dit que vous devez vitrifier votre organisation. En revanche, l'impératif catégorique, c'est de le faire selon les dispositions sociales les plus élevées et donc en inventant des dispositifs innovants qui permettent de mieux protéger les salariés dans ces périodes de transition. Et c'est pas, vous avez des enfants, c'est pas l'adjuvant fraise qu'on met pour faire passer l'antibiotique. C'est pas ça, c'est beaucoup plus structurant que ça. C'est un dispositif qui s'appelle Parcours de développement de compétences, Future Skills, et qui consiste en réalité, pour éviter le chômage et donc le chômage de longue durée, à avoir un parcours de formation de 12 à 24 mois où le salarié conserve son contrat de travail, c'est important, et est formé à travers une formation certifiante pour pouvoir, option prioritaire évidemment et celle que l'on privilégie, rester dans l'entreprise à l'issue des 24 mois. Et donc c'est le processus d'upskilling, c'est-à-dire on regarde la nécessité et les besoins dans l'entreprise et donc la personne est dans un parcours de formation certifiant qui permet de remplir un job dans l'entreprise ou, si c'est à l'externe, un accompagnement évidemment, mais on privilégie évidemment la première option en se disant que dans les 12 à 24 mois, non seulement la situation économique aura bougé, mais en plus le salarié aura pu être formé aux besoins de nouveaux emplois qui émergent dans l'entreprise. Ça concerne évidemment principalement les publics les plus fragiles, nous ça va jusqu'à 2 fois le SMIC, et les salariés qui sont le plus exposés aux transformations à venir, et donc ce parcours de développement de compétences est un dispositif auquel on croit. On y travaille avec d'autres entreprises, notamment dans le cadre d'un collectif pour une économie inclusive qui rassemble 35 entreprises, notamment Schneider Electric qui est présent aujourd'hui et qui, avec nous, a pensé ce dispositif de parcours de développement de compétences. Et l'on pense que ça permet notamment d'éviter les congés de reclassement et que ça permet d'éviter effectivement la phase de chômage qui est désocialisante. Alors de quoi on a besoin ? Vous vous souvenez du Père Noël est une ordure et de ZZ qui dit ça rentre pas dans les cases. Aujourd'hui, ça rentre pas totalement dans les cases. Et on en discute avec le gouvernement. Et on a évidemment de très bonnes discussions avec le gouvernement. Ça rentre pas dans les cases parce qu'on a besoin en fait de 3 choses, de 3 changements. Le premier, c'est sur les dispositifs d'accompagnement du PSE, puisque on a besoin d'avoir un changement législatif à ce niveau-là. On a besoin d'avoir un changement législatif aussi sur la question de la rupture du contrat de travail dans le cadre de procédures collectives, donc sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et on a besoin aussi de pouvoir être aidé sur la formation. Et donc il y a 3 volets qui feraient que on pense, nous on le fait de toute façon, mais si on a un accompagnement de l'État dans ce cadre-là, notamment par exemple comme pour la PLD, avec 60% du salaire brut qui est pris en charge via une subvention, ça nous aiderait à pouvoir avoir une force collective au-delà de Danone avec d'autres entreprises. L'idée étant de travailler au niveau des bassins d'emploi sur des coalitions d'entreprises qui pourraient mettre en œuvre ces dispositifs de parcours de compétences et encore une fois d'éviter le congé de reclassement. C'est intéressant parce que quelque part c'est Transco vu autrement. Anne-Laure Khoury, qu'est-ce que vous répondez? Parce qu'il a fait sa liste de courses, hein. Il a demandé 60% de prise en charge du salaire, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, nous, en fait, on a un enjeu devant nous qui est tellement massif qu'on n'est pas, en fait, on n'est même pas fermé, vous voyez. Donc, c'est pas, voilà. Je pense que des fois, il vaut mieux investir dans ça plutôt que la caisse chômage. On sait très bien derrière l'impact que ça. Donc, et les évolutions. Après, bon, on va avoir un petit sujet de tempo sur les évolutions législatives, quoi. C'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Il nous reste quand même pas énormément de mois, et de mois où on va pouvoir faire des dispositifs législatifs, on a très peu, quoi. Donc, c'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Non, mais nous, toutes ces démarches-là, c'est des démarches qu'on soutient complètement. Voilà. Après, il faut qu'on arrive à ce qu'ils soient adaptés au territoire, parce que je pense que c'est une des difficultés majeures. Et puis, il faut qu'on arrive à les cibler sur les bons secteurs aussi, quoi. Là, c'est une des questions que posait le président aux partenaires sociaux mardi.
J'ai pas rebondi quand vous parliez transition écologique. Voilà, on voit que devant nous, on a des transformations majeures. La question, bon, on a l'automobile, mais au-delà, c'est est-ce qu'on refait un plan d'investissement? Donc là, je parle pas de plan de relance, je parle de plan d'investissement. Et si oui, sur quoi? Sur quelle filière? Comment? Enfin voilà, donc c'est un peu les questions. Quel dimensionnement aussi? Et dedans, dans l'investissement, il y a le sujet compétences. Donc voilà, il faut qu'on arrive à. Nous, on est prêts à financer. Si c'est des choses utiles et qui nous évitent plein de difficultés, bien sûr, on cherchera les solutions les plus innovantes et qui sont utiles. Voilà. Mais donc il y a cette perspective, voilà, sachez-le, de plan d'investissement, enfin, l'automobile le sait bien, mais qui vise à se demander effectivement là où il faut qu'on aille dans les prochains mois pour soutenir ces transitions. Normalement, on nous dit qu'il devrait y avoir une fenêtre de tir législative à l'automne. Donc on espère... Ça ne peut être, voilà. Si je peux me permettre, ça ne peut être qu'à l'automne. Mais bon. Oui. Après, il y a beaucoup voilà, les sujets sont en cours. On n'aura pas 36 000 textes. Pour continuer avec ce que vous êtes en train de mettre en place, finalement, Mathias, vous nous avez parlé aussi du projet Future of Work. Et là, on voit bien que, on disait tout à l'heure, on veut retourner au monde d'avant, mais finalement, pas tout à fait, parce qu'on a envie de conserver finalement des tiers-lieux, on a envie de continuer à travailler chez soi, on a envie... De travailler différemment et vous êtes posé, vous avez un projet en cours qui s'appelle Future of Work. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire aussi de quelle façon en fait vous menez ces analyses et comment est-ce que vous prenez des décisions et derrière qu'est-ce que ça pose aussi comme problématique législative aussi derrière, parce qu'il y en a aussi, notamment sur les tiers-lieux, mais pas que. C'est absolument pas la réinvention de la roue, parce que vous avez tous connu ça dans vos entreprises pendant la période du Covid, mais on a vu les avantages et les inconvénients du télétravail. Beaucoup d'avantages sur la question des trajets, et on en parlait avec le collègue d'Unilever sur le sujet qu'il y avait du gain de temps qui pouvait être trouvé, il y avait une réorganisation de la vie personnelle, vie professionnelle qui pouvait, quand elle était bien définie, être un avantage. On a vu aussi 3 inconvénients majeurs d'une généralisation du télétravail. Le premier inconvénient, c'est évidemment les inégalités d'habitation, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le télétravail est très facile quand vous avez 5 pièces, dont une dédiée au bureau et que vous gérez à peu près bien vos enfants. Un deuxième inconvénient, c'est le fait que dans ces boucles de télétravail, en fait, il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire que vous passez parfois à côté de certains salariés et que du coup c'est parfois compliqué, il y a une forme d'isolement qui peut se créer progressivement sans que vraiment on s'en rende compte, notamment dans les très grandes organisations. Et le troisième inconvénient, qui est un inconvénient plutôt sur les modes de travail, c'est qu'on se rend compte que finalement la réunion Zoom a une dimension extrêmement verticale. Quand vous êtes dans la co-construction et la co-élaboration, c'est du small talk, c'est de la conversation, de la co-construction collective de manière, j'allais dire, un peu... je sais, j'arrive pas à trouver mes mots, mais en tout cas, vous pouvez co-construire quand vous vous voyez. En réalité, les réunions Zoom, c'est un peu la liste de courses et la définition de qui va faire quoi. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, dans des entreprises notamment où on avait recherché une forme d'horizontalité, la généralisation du télétravail remettait une très grande verticalité avec en fait un primat hiérarchique important. Et c'est un des effets délétères de la généralisation du télétravail, ce retour du primat hiérarchique. Donc, face à ça, aux avantages et aux inconvénients, on a essayé effectivement d'aller vers une logique d'hybridation qui permettrait à la fois de privilégier évidemment des solutions de liberté pour les salariés. Donc nous, ça fait déjà 10 ans qu'on avait permis d'avoir une journée de télétravail par semaine. En 2017, on est allé jusqu'à 2 jours par semaine. Dès 2017. Et là, dans la situation actuelle, on est entre 2 ou 3 jours de télétravail avec une forme de liberté qui est laissée à chaque salarié. Demain, ce que l'on voudrait faire, c'est sortir du tête-à-tête télétravail-siège pour aller vers une tierce possibilité qui serait donc le tiers-lieu,
avec donc une expérimentation qu'on va lancer dès le mois d'octobre qui permettrait d'avoir ce qu'on peut appeler des tickets bureaux ou des tickets collectifs en faisant un mapping des adresses de l'ensemble des salariés, on va commencer au niveau de l'Île-de-France, pour voir quels pourraient être, à moins de 10 minutes du domicile, des tiers-lieux, mais encore une fois sur un mode collectif, parce qu'on veut éviter l'isolement. Donc c'est par exemple pour des équipes qui, pour certaines d'entre elles, habiteraient à proximité, qu'elles puissent se réunir dans des tiers-lieux. Et donc on a toute une série de boîtes que vous connaissez, WeWork et autres, qui permettent d'avoir ce type de proposition. Et donc notre idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait 3 solutions, 3 options pour les salariés, donc le télétravail, le siège évidemment, mais aussi ces logiques de tiers-lieux, mais encore une fois sur un mode de ticket bureau collectif et que l'on souhaite organiser évidemment avec les organisations syndicales dans le cadre d'un dialogue social. Ça nous paraît vraiment important et c'est aussi faire en sorte que tous les lieux de travail de Danone puissent répondre aussi à cette logique, donc que tous les lieux de travail de Danone, même si on habite Paris et que par exemple on passe une semaine en province, que l'on puisse aller dans le lieu de Danone le plus proche, voire dans un tiers-lieu, pour organiser cette forme de flexibilité. Ça nous paraît essentiel parce qu'il y a un avant et un après la crise et que sur la réorganisation des modes de travail, c'est un élément qui nous paraît important. Donc on a appelé ça un peu pompeusement Future of Work, mais en réalité l'idée c'est d'être pragmatique et de s'adapter aux nouveaux enjeux d'organisation du travail et en privilégiant évidemment un mode collectif pour éviter l'isolement qui est un des travers possibles du télétravail. Intéressant. Enfin, ils reviennent, vos salariés, ou pas? Ils reviennent travailler bien volontiers ou pas? Moi, je peux faire juste un témoignage. Je parle pour le siège. Ça fait on a réfléchi au sujet avec nos syndicats et surtout avec notre personnel. Pour la première fois de ma vie comme RH, on a mis sur la table cette réflexion avec l'ensemble du personnel. Et petit à petit, on a eu des surprises. On s'est aperçu que notre boîte fonctionnait mieux en termes d'efficience en télétravail. Alors, j'aime pas le mot télétravail parce que ça ramène à quelque chose d'hier et qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. C'est une autre façon de travailler. Cette autre façon de travailler avait une amélioration extraordinaire de l'efficience. Simplification, réunions beaucoup plus courtes, décisions. À preuve, on a fait un comité de direction non virtuel cette semaine. On a tous dit c'est stupide, on repasse en virtuel. Ah bon? Oui. Pour gérer les sujets. Donc, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec nos partenaires sociaux et avec nos salariés, et on a été convaincus d'une chose, c'est qu'on a un avantage compétitif, la France et l'Europe, qu'il ne faut surtout pas rater, parce qu'on a une infrastructure technologique qui n'est pas si mal que ça par rapport à beaucoup d'autres pays du monde, et on a vraiment des outils et des salariés qui sont quand même d'un niveau de formation plus élevé que dans beaucoup de parties du monde. On aime bien se dire du mal de nous-mêmes, mais il faut quand même constater. Partant de ce constat, on s'est dit, on a un avantage compétitif. Comment tirer profit de ce qui marche? Et puis un peu pour te rejoindre, comment regarder ce qui ne marche pas? Et je dirais ce qui ne marchait pas dans le monde d'avant. Parce que tout ce qui est la connexion entre salariés, l'interaction, la créativité, c'était déjà en grande décrépitude. Pourquoi? Parce qu'on faisait des réunions, les gens avaient leur ordinateur, ils faisaient leur mail. Et donc, on se dit, il faut inventer un nouveau modèle de siège social. C'est un siège où les gens sont uniquement, quand ils y sont, sur l'interconnexion les uns avec les autres, sur la créativité, sur le fait de pouvoir, de façon transversale et pas simplement dans un silo, travailler sur un projet. Donc, on a décidé, on a fait un accord d'entreprise qui a été signé par 2 organisations sur 3, mais c'est plus de 80% de nos salariés, où à partir de septembre, si les conditions sanitaires le permettent, l'obligation n'est plus que d'un seul jour de travail au siège par semaine et maximum 8 par mois. Et avec 8 par mois. Avec une précision, c'est que la loi est du reste bien faite en France, c'est que ça ne peut pas être imposé aux salariés, et c'est très bien. Donc le salarié a le choix et on lui offre la possibilité de continuer de venir au siège comme avant, avoir les mêmes dispositions, le même siège, etc. pour son activité, ou il choisit. À date, on a 20%, un peu plus de 20%, on a commencé lundi, de nos salariés qui ont signé l'avenant et il n'y en a aucun qui l'a refusé. Et pourquoi on veut faire ça? Parce que je pense que la France a un vrai avantage. Je vais vous dire, moi, le groupe Unilever a décidé de suivre notre réflexion. Alors, évidemment, pas dans les mêmes proportions, etc. Mais ma plus grande satisfaction, mon plus grande reconnaissance, c'est que ma collègue chinoise Daphné m'a appelé pour me demander « Explique-moi comment tu fais ».
Il faut tous qu'on soit conscient qu'on a pris 20 ans de retard face à l'Asie sur toute la technologie du numérique, du digital. Si on laisse ces 20 ans, on est mort. Et nos petits-enfants seront dans une zone qui n'aura plus rien à voir avec ce que nos pays et l'Europe est aujourd'hui. Donc c'est un moyen, parce qu'on a vu aussi quelque chose de très étonnant, moi le premier, on a mis Teams en place 15 jours avant qu'on ait le confinement qu'on avait démarré, nous, un petit peu plus tôt que le confinement légal. Qu'est-ce qui s'est passé? On a 100% de nos salariés qui savent se gérer de Teams. Tous nos salariés ont acquis, on a mis des formations en place, un niveau d'excellence en termes d'outils et de digital qu'ils n'avaient jamais atteint avant et que malgré tous les efforts qu'on avait faits, on n'avait pas pu atteindre. Donc je pense que quand l'humanité est confrontée à une difficulté, de tout temps, c'est un accélérateur des transformations. C'est sûr, et que ceux qui savent prendre l'accélération suffisamment tôt par rapport à l'attractivité, évidemment. Un dernier exemple, nous on a un mal à recruter, je pense un peu comme Danone, les FMCG aujourd'hui ne sont pas forcément les premiers choix de tous les étudiants. Oui, à Paris. Par contre, quand moi je vais profiter de ma nouvelle organisation de proposer à un Lyonnais de rejoindre Unilever dans ce mode de travail, et on a déjà des candidats, je me retrouve avec des candidats que je n'avais pas forcément aussi facilement par le passé. Donc je pense qu'il y a une opportunité, je pense qu'il faut le travailler. Le gros problème, c'est que la loi n'est absolument pas adaptée. Sur quoi, du coup? Pour avoir discuté, j'ai un ami qui est parti en retraite, donc je peux en parler, qui était le président Jean-Yves Frein, le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. C'est le temps de travail. On a un sujet de temps de travail. On est toujours, et moi je le dis honnêtement, nous on a un vrai problème aujourd'hui de temps de travail parce que les gens travaillent trop. Moi le premier avec le télétravail, il y a un vrai problème et il faut qu'on y travaille. Mais cet archaïsme, problème de sécurité. Nous on a dit à nos salariés, quand vous êtes en télétravail, faites ce que vous voulez. Donc si vous allez chez le coiffeur pendant le télétravail, ça ne va pas nous empêcher de travailler, de vivre si vous travaillez, si vous faites votre boulot. Résultat du cœur, quel est le statut de sécurité quand quelqu'un est chez lui à télétravail et qui sort de chez lui? Et ça, c'est toute une série de choses qui aujourd'hui, pour être honnête, on passe avec un accord avec nos organisations syndicales et un tacite accord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la législation n'est toujours pas faite, et c'est pas facile, parce qu'il faut protéger les salariés, c'est évident, il faut aussi donner de nouveaux moyens et de nouvelles libertés pour l'organisation, et ça, c'est quelque chose de très important. Mais je pense qu'on a une vraie opportunité pour le pays et pour l'Europe, parce que la France, je pense que c'est l'Europe notre intérêt, de gagner en compétitivité de façon colossale si on arrive à construire un mode d'organisation de travail qui est nouveau, qui n'a rien à voir avec le monde ancien. Je vous rejoins. Mais c'est intéressant de vous entendre. Juste, j'étais avec la NDRH hier. Eux, ils me disaient qu'ils avaient quand même beaucoup de ruptures de contrat. Alors, je ne sais pas si vous le sentez dans vos entreprises, mais visiblement, ce qui est remonté, c'est beaucoup de gens qui ne reviennent pas. Mais parce qu'ils rompent pour faire d'autres projets, parce que ça les a... Alors, je ne sais pas. Ils me donnaient des chiffres très élevés. Je ne sais pas si... Microsoft a fait une étude mondiale, ils disent que 40% des salariés au niveau mondial aujourd'hui sont très près de quitter leur entreprise. Pourquoi? Nous, on a eu le problème. Les gens qui avaient pendant le télétravail sont partis en province. Oui, mais ils peuvent être partis en province et rester dans l'entreprise. Mais c'est un modèle qui leur permet de faire. Oui. Quand vous avez l'obligation de venir une journée par semaine, il y a beaucoup de nos salariés qui ont dit on va continuer notre résidence en province. En plus, c'est une histoire sur les coûts de transport. Oui, ça revient partout. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des personnes qui, avec un télétravail qui est beaucoup plus généralisé qu'auparavant, les salariés se projettent dans des projets de vie qu'ils n'avaient pas imaginé auparavant et qui font qu'ils préfèrent aller s'installer en province à 300-500 km de leur lieu de travail. Et donc c'est plutôt ça. Donc ils restent dans l'entreprise, mais ils reconsidèrent. Vous n'avez pas de rupture. Non. Mais par contre, s'ils posent aussi un sujet qu'il va falloir aussi traiter, parce que là, évidemment, l'entreprise accompagne ces projets. On n'est pas contre, puisque c'est bien dans l'esprit de ce que l'on veut développer. Par contre, derrière se pose la question, du transport. S'il s'installe à 300 km de là, mais que son manager a besoin de lui un jour donné, qui paye le trajet pour revenir sur le site. Bon, donc là, je pense que ce sont des choses qu'il va falloir aussi clarifier. Oui, dans le droit. Ouais. Oui, je vous en prie. Oui. Avec ce sujet du télétravail, on parle beaucoup, est-ce qu'on risque pas de créer
tout à fait. Ouais. Les partenaires sociaux ont porté le sujet en disant finalement, mais vous l'avez porté aussi, c'est facteur d'inégalité, le télétravail. Donc là, il va falloir avoir une vraie réflexion, je pense. En tout cas, nous, ça a été un sujet de discussion avec les partenaires sociaux extrêmement important parce que c'est vrai que dans notre activité, on a des activités qui est télétravaillables par définition et puis on a d'autres activités qui ne le sont pas. Donc quand on construit des voitures, on vient sur site les fabriquer. Et c'est pour ça qu'on a eu le souci de préserver ces équilibres de manière assez générale. Et je pense que dans nos discussions, le sujet de l'indemnisation était un sujet assez crucial. Et il ne fallait pas non plus qu'on crée cette fracture avec d'un côté des gens qui finalement avaient une qualité de vie extraordinaire aux yeux de ceux qui venaient travailler sur le site parce qu'ils restent chez eux, ils n'ont pas les transports, ils peuvent réinvestir leur temps gagné dans leur vie personnelle, etc. Et en plus les payant alors que d'autres viennent tous les jours continuer à travailler. Donc ça, je pense que cet équilibre général, il faut effectivement le préserver pour la cohésion sociale de l'entreprise. Après, on est d'accord qu'on a tous vécu la souffrance en télétravail. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que moi, j'étais à l'assurance maladie. On a dû, au moment de la crise aiguë, on a transformé énormément de choses, mais il y a eu une souffrance forte. En fait, même, où on voyait que le télétravailleur était face à une charge hallucinante, des conditions quand même pas faciles. On a tous découvert cette question du déjeuner avec nos enfants alors que vous étiez en réunion. Donc c'est vrai que cette question de la souffrance, je ne sais pas si elle remonte. En tous les cas, nous, elle nous a surprises. Quand on était, dans les précédentes fonctions, on avait des très grosses équipes, c'est quelque chose. Effectivement, avant, le télétravailleur, c'était celui qui avait la chance d'être chez lui, qui faisait en gros ce qu'il voulait, quoi. Puis là, c'est devenu celui qui était vissé sur sa chaise en se levant jusqu'à 2h du matin, quoi. Donc c'est vrai que c'est... Enfin, bon, je sais pas. Si, c'est un vrai sujet de discussion avec les partenaires sociaux. Ça renvoie à la déconnexion, de pouvoir s'accorder des temps de repos et pas, parce que c'est vrai que la facilité quand on est en télétravail, et on l'a tous vécu sans doute au départ de la crise sanitaire qu'on s'est retrouvé confiné, c'est que vous avez une capacité à enchaîner les réunions en quelques secondes. Vous finissez une réunion, vous pouvez vite enchaîner sur une autre réunion, vous n'avez aucun temps de pause et vous vous retrouvez après, à la fin de la journée, vous avez l'impression d'avoir bossé 12 heures sans vous arrêter, sans même prendre le temps de manger. Donc ça, c'est un risque. Et il faut, je pense, arriver à se discipliner et à se mettre des temps de pause entre les réunions de manière à pouvoir aussi se reconcentrer sur le sujet suivant, etc. Et avoir des temps de déconnexion par rapport à ça. Et donc ça, c'est un exercice collectif aussi à apprivoiser. Merci. Je vais peut-être donner la parole à Daher. Alors, on reposera des questions après. Oui, dis-moi. Vas-y. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur la souffrance, moi je voudrais aller à l'opposé sur le plaisir et se poser la question de c'est quoi une entreprise, c'est quoi une équipe. Et on se l'est beaucoup posé. Moi je suis président de Maudit, c'est une société technologique avec plein de jeunes et se pose la question de c'est quoi le plaisir de travailler. Qu'est-ce qui fait que je me sens Maudit plutôt qu'un indépendant qui a une activité? Et ben c'est aussi d'être avec mes collègues, de prendre du bon temps à la pause café, de ressentir, moi, dirigeant, des signaux faibles de comment vont mes collaborateurs, parce que je vois la tête qu'ils font, que je ne vois pas forcément dans une réunion très organisée, et toutes les infos qu'on recueille dans ces moments où on croise les gens et où ils nous partagent en éclair une information. Et moi, en tant que dirigeant, je suis beaucoup plus accessible quand je suis sur site que quand mon assistante me planifie toutes mes réunions sous Teams toute la journée. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien le côté mixte, parce que moi je ne conçois pas ma société en full digital, même si je pourrais travailler, et pendant les périodes de confinement, on a délivré. Et justement, le côté de fidélité à l'entreprise, j'ai des équipes qui sont fragilisées parce que ce qu'elles appréciaient au-delà de leur travail, c'était l'équipe. Et donc quand on enlève l'équipe, on se dit finalement, c'est quoi la différence entre ma société et une autre qui a la même activité? Merci Laurent.
Je vais appeler maintenant Jérôme Leparoux. Donc, Jérôme Leparoux est le DRH et le secrétaire général du groupe Daher. Donc, le groupe Daher, c'est un groupe familial, constructeur aéronautique, constructeur d'avions, qui aussi produit des équipements, des services sur l'aéronautique. Donc, le secteur aéronautique, on le sait tous, il a vécu, je dirais, un coup d'arrêt l'année dernière. Ça a été extrêmement difficile. Vous avez en tout cas été félicité et par l'État et par la presse, je dirais, sur la gestion que vous avez eue de cette crise-là. Daher est un groupe familial, donc avec certaines valeurs aussi au niveau de la gestion de l'emploi. Et ce qui est important aujourd'hui et ce qui est intéressant, c'est comment vous avez pu finalement gérer et réussi à empêcher les suppressions d'emplois, ou en tout cas à les diminuer par rapport à ce que vous auriez dû faire. Et donc j'aimerais qu'on puisse échanger un petit peu sur les dispositifs que vous avez mis en place et finalement qui vont durer, parce qu'on sait que sur le secteur aéronautique, même si la reprise est là sur certains secteurs d'activité, ce n'est pas encore là pour vous. Oui, en effet, on a vécu dans le secteur aéronautique une crise cataclysmique. On a perdu 30 à 35% de chiffre d'affaires quasiment du jour au lendemain. Pour nous, Daher, entreprise familiale, grosse ETI ou petit groupe, sur 1,3 milliard de chiffre d'affaires, on a perdu, par rapport à ce qui était provisionné et par rapport à notre structure, on a perdu 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est juste une question de vie ou de mort pour l'entreprise. Et ça, c'est un effet de falaise. On sait le dater, c'est le 15 mars de l'année dernière, avec donc une nécessité de réagir de manière très immédiate, avec évidemment d'abord cette crise sanitaire, et tout de suite après, ou en même temps, cette crise économique et cette crise sociale et la nécessité de mailler tout ça. On s'est trouvé contraint assez vite de déclencher un plan de restructuration. En réalité, un plan de sauvegarde complet de l'entreprise, c'est-à-dire d'abord sécuriser la trésorerie et le financement de nos activités à travers un PGE, avec d'ailleurs tout ce qu'on a pu avoir comme difficulté à faire entendre que le PGE, c'est un prêt, c'est pas une subvention, c'est une aide nécessaire, et en fait le PGE ne pouvait aller qu'avec un PSE, c'était pas l'un ou l'autre, en dépit des effets d'image que ces éléments pouvaient ou de la contradiction apparente que ça pouvait représenter. Évidemment, mettre en sécurité tout ce qui pouvait l'être en termes de gestion des coûts, et puis avant même que finalement les mesures gouvernementales ne soient définies, se lancer dans le volet restructuration, avec une difficulté qui est d'expliquer aux salariés et à leurs représentants qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre d'avoir compris la crise. On ne peut pas attendre d'avoir compris combien de temps elle allait durer et quels seraient ses impacts systémiques ou conjoncturels, et qu'on ne pouvait pas non plus attendre que le plan de relance de l'économie soit parfaitement défini, le plan de soutien à la filière, la PLD, qui à l'époque s'appelait, on entendait parler du dispositif ARM. Donc notre première difficulté, ça a été de miser sur la confiance pour essayer de se dire il faut y aller quand même. Et négocions des garanties pour que cette confiance elle perdure, et notamment à travers un accord de méthode qui prévoyait des durées de négociation assez importantes, et puis l'engagement d'insérer progressivement dans la négociation tous ces dispositifs nouveaux qu'on pressentait mais qu'on ne connaissait pas, et qu'il a fallu d'ailleurs apprendre ensemble, un peu en temps réel. Donc pour nous, c'était une année 2020, une année vraiment très très difficile. L'impact en France, c'était en termes d'emploi, c'était 20% de l'effectif. On parlait de 1300 suppressions de postes au cœur de la crise. Donc un cataclysme pour toute entreprise, pour une entreprise familiale. 257 ans d'histoire, détenue à 88% par la famille sur la base, et avec une gouvernance fondée sur des valeurs humaines, humanistes. C'était quelque chose de très compliqué. Grâce à l'ensemble des dispositifs et à cette négociation, on a réussi progressivement à entourer le sujet, à le cerner et puis à le réduire.
Le dispositif APLD nous a permis de sauver un peu plus de 250 postes. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur. Le soutien, la commande publique, puisque alors, on est avionneur, on vend quelques avions au ministère de la Défense qui a anticipé certaines commandes, nous a permis aussi de faire face. Et puis on a pris un certain nombre de paris business pour finalement diviser par 2 le nombre de suppressions de postes, ce qui était évidemment un motif de relative satisfaction, mais de satisfaction quand même. Et finalement, en bout de course, on a évidemment été amené à prendre des décisions un peu difficiles, y compris sur le footprint industriel avec la cession d'un site, mais au bout de course, on aura moins de 100 départs contraints pour initialement 1300 suppressions de postes. Le volontariat a beaucoup aidé, on a réussi à reclasser, à travailler sur les mobilités. On a mis en place dès le départ une réflexion autour de l'employabilité territoriale dans les 3 régions principales dans lesquelles nous sommes implantés, avec d'ailleurs, c'est important de le dire, le soutien de l'État et des mesures gouvernementales, mais le soutien aussi des régions qui toutes se sont mobilisées pour préserver l'emploi industriel. Et donc, dès les premières phases de la négociation, nous avons proposé des études d'employabilité par métier, par bassin, les passerelles possibles, pour se projeter dès le début dans la recherche de solutions. Donc finalement, on a compacté un peu tout ça, et puis on a été amené à définir notre dispositif APLD un peu en parallèle du PSE. Alors certains collègues m'ont parlé de difficultés qu'ils avaient eues sur l'articulation, hein, le avant-après. Donc nous, en quelque sorte, on a parallélisé les négociations, parce que le dispositif d'APLD permettait in fine de réduire l'impact du plan. Et puis ensuite, on a séquencé l'application pour que le PSE se mette en œuvre, et sur la base de la nouvelle organisation, on mette ensuite en place le dispositif d'APLD pour faire en sorte que notamment la question des critères d'ordre ne devienne pas un problème. Donc en fait, on a pris 5 mois pour négocier. Fin novembre, le plan était validé. Dans la foulée, on négocie un accord GEPP en se disant, bon, on a une mesure structurelle immédiate, c'est le PSE. On a un outil de gestion du moyen terme qui va être l'APLD, hein, qui nous donne une souplesse, une capacité d'ajustement. Et puis, il faut maintenant qu'on se projette dans le long terme. Comment est-ce que on se donne un peu de visibilité, un peu de projection, et comment est-ce que finalement on essaie de tirer parti de la durée de l'APLD. On pourra revenir d'ailleurs sur la question de durée de l'APLD pour du coup mettre en place les scénarios ou les transitions qui sont liées à cet accord de GEPP en ayant un peu de temps devant nous. Et puis maintenant, il y a les transitions collectives. Donc ça, c'est peut-être la brique suivante qui nous permettra de gérer tout ça. Peut-être, Jérôme, sur la PLD, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit qu'il y avait des vrais paradoxes. La PLD, il y a une durée dans son application, c'est 24-36 mois. Vous avez aujourd'hui un calendrier qui n'est peut-être pas tout à fait celui-là. Et puis, finalement, cette gestion de la PLD, mais également cette gestion de la transition énergétique aussi dans votre industrie, parce que c'est pareil, les voitures doivent être vertes, mais les avions aussi doivent être verts demain. Vous avez des paradoxes parce que cette APLD finalement manque peut-être un petit peu de souplesse ou pour la gérer demain, c'est peut-être pas si simple que ça dans votre contexte particulier. En tout cas, l'APLD est certainement mieux adaptée à des industries à cycle court ou à cycle de moyen terme que des industries comme l'industrie aéronautique, à cycle long, voire très long. Quand on parle de rebond, quand on parlait de rebond avant le variant Delta, et quels que soient les titres d'ailleurs qu'on puisse voir dans la presse, on parlait d'un retour à la situation de 2019, pas avant 2023, 24, 25. Dit autrement, les 24 mois, là, ça ne suffit pas vraiment, même si on considère que c'est 24 sur une période de 36 mois, etc. Bon. Donc ça, c'est une première difficulté. L'imprévisibilité de la situation en est une autre.
il faut qu'on donne de la visibilité à l'ensemble des partenaires dans ce type de dispositif. Là, on voit bien cet été, qu'est-ce qui va se passer pour un certain nombre de compagnies aériennes maintenant que notamment les pays d'Europe du Sud sont en train soit de reconfiner, soit de prendre de nouvelles mesures. Ce qui se passe pour les compagnies aériennes, c'est une répercussion immédiate pour notre client donneur d'ordre préféré qui s'appelle Airbus, et sur nous, et puis au passage, vous voyez l'état d'ailleurs des plateformes aéroportuaires et la situation sociale dans laquelle ils se trouvent. Donc, pour nous, c'est un dispositif qui est clé, qui est fondamental. D'ailleurs, c'est intéressant en tout cas, si on veut avoir une approche un peu concrète, de voir comment est-ce que ce dispositif est perçu au sein de l'entreprise, selon les catégories. Pour les directions générales et pour les équipes RH, c'est un dispositif très intéressant. C'est une clé de sortie de la crise et probablement un dispositif à pérenniser, alors peut-être sous d'autres formes, mais en tout cas un élément peut-être de la boîte à outils qu'il faudrait pouvoir avoir de manière permanente. Alors évidemment encadré. Ça c'est vraiment au niveau de la décision et puis au niveau des professionnels RH. Au niveau du management, c'est déjà un peu moins simple. Ça semble être une bonne idée, mais l'impact sur l'organisation du travail est potentiellement gigantesque. 250 salariés, postes sauvés grâce à la PLD, pour nous, c'est 650 salariés qui sont sous statut APLD, c'est-à-dire 10 à 12% de l'effectif restant dans l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore mesuré le coût réel de la PLD. Et là, je ne parle pas du différentiel de prise en charge, je parle du coût en termes de productivité. Je parle du coût de l'organisation du travail et de la manière dont ça va se traduire sur nos capacités de production, donc y compris sur la compétitivité. Ça, on ne sait pas le mesurer, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, c'est ce qui remonte, pour les managers de terrain, c'est quand même parfois un casse-tête. Pour les partenaires sociaux, c'est très ambigu. La PLD, c'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien puisque ça permet de sauver des emplois, ça c'est sûr. Sur l'application, c'est moins simple. Et d'ailleurs, quand on se penche, là, quand on parle directement aux salariés, là, on a des appréciations antagonistes. On a les gens ou les salariés qui ont des salaires les plus bas, qui se disent mince, pourquoi moi je vais subir la PLD et pas mes collègues? Ok, il y a une prise en compte, mais enfin sur des salaires au niveau du SMIC, ça peut faire, voilà. En tout cas, ça crée une question autour de l'équité. À l'inverse, il y a ceux qui sont un peu plus à l'aise ou qui vivent dans des régions plus agréables, je ne sais pas, et qui se disent mais pourquoi est-ce que moi j'ai pas le droit d'en profiter de la PLD? C'est quand même sympa d'avoir le vendredi après-midi libre. Voilà. Bon, alors, ça a l'air anecdotique, mais en fait derrière il y a la question de l'équité, il y a la question du rapport au travail. Et en même temps que je dis qu'il faudrait une durée d'APLD plus importante, j'ai la difficulté à faire revenir les gens aussi à un rythme normal. Quand on passe à 3/5e ou à 4/5e, et qu'on a trouvé un nouvel équilibre de vie, pour peu que les équilibres économiques du foyer soient à peu près, non pas préservés, mais restent corrects, au fond, voilà, qu'est-ce qui se passe dans 2 ans pour des gens qui auraient travaillé à 4/5e et qu'on leur dit on repart sur la vraie vie, et il y aura peut-être même des heures sup. Donc voilà, on a toutes ces contradictions à gérer, mais enfin, on les vit tous, et des points d'équilibre en permanence à trouver. Vous avez des salariés qui se forment? On démarre sur la formation, on a assez peu de formation encore, on a une cinquantaine de personnes. On est encore dans la mise en place d'une bonne partie du plan de restructuration. Et du coup, on a un autre type de difficulté, c'est-à-dire qu'on aurait besoin de redéployer les effectifs entre certains sites qui sont proches les uns des autres ou qui ne sont pas à des distances trop éloignées. Par le passé, on arrivait à mobiliser les salariés à travers éventuellement des primes d'accompagnement, etc. Et aujourd'hui, on a des salariés qui finalement, avec tous les guillemets qu'il faut, parce qu'encore une fois, la PLD, c'est un vrai dispositif qu'il faut préserver et peut-être pérenniser, mais qui finalement ne voit pas pourquoi, dans ce nouveau rapport au travail, ils feraient l'effort d'aller sur un autre site, alors que d'abord ils ont fait plein d'efforts, ils sont passés à travers le PSE, et ils sont dans un dispositif qu'ils n'ont pas choisi, mais finalement sur lequel ils finissent par trouver un point d'équilibre.
Donc, ce que vous m'échangiez aussi quand on a préparé la table ronde, c'est qu'il y avait des enjeux notamment sur la mobilité géographique, mais aussi sur les nouveaux métiers, et qu'on avait des vrais problèmes d'attractivité, aussi bien pour les collaborateurs de l'interne qui finalement préféraient peut-être bénéficier de la PLD plutôt que gérer ces reconversions ou ces mobilités géographiques, mais également auprès de l'externe, pour lesquels le secteur aéronautique aujourd'hui représente un vrai risque aussi. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie des paradoxes. On est toujours dans un plan de restructuration, donc il y a des gens qui partent et en même temps on a aussi besoin de recruter. Et finalement, on s'aperçoit de la difficulté qu'il y a ou de la tension qu'il existe sur certains métiers techniques. Je pense à des métiers d'ajusteurs par exemple. Et fondamentalement, derrière tout ça, il y a une attractivité du secteur aéronautique qui a tendance à décliner, à la fois pour des raisons économiques. C'est un secteur qui semblait immune, mais qui en fait est touché de plein fouet. Et puis bien sûr, les enjeux environnementaux qui existaient, qui étaient déjà un vrai sujet avant la crise, qui ont été amplifiés par la crise, avec des raccourcis saisissants. On peut le faire dans plein de sens, mais au fond, on arrive parfois à entendre avion égale Covid. Parce que finalement, avion égale mondialisation, avion égale destruction de l'environnement et de la biodiversité, donc avion égale zoonose, et puis comme avion égale mondialisation égale tourisme de masse, égale diffusion, égale Covid. Enfin, c'est ce type d'équation, on entend. Et alors même qu'il faut prendre des décisions structurantes pour le pays, le fait, par exemple, que le mix de transport soit aussi un peu ajusté, avec notamment l'équilibre entre le rail et l'avion, vient ajouter une difficulté supplémentaire. Et puis l'avion à l'hydrogène, ça c'est un vrai projet, l'avion vert, mais le cycle de développement d'un avion, c'est 10 ans. Et encore sur des technologies éprouvées. Alors là, on met vraiment les bouchées doubles et on pense qu'on ira plus vite, mais c'est des dispositifs d'une autre amplitude et d'une autre ampleur. Pour des technologies d'ailleurs et des standards de marché qui n'existent pas encore. Donc voilà, le secteur est en turbulence et les dispositifs, on les utilise tous à plein, mais sont-ils complètement adaptés à ce stade? Encore point d'interrogation. D'un point de vue opérationnel. Voilà. Mais peut-être quand même un mot supplémentaire. Moi j'ai une inquiétude fondamentale sur le niveau d'activité. Et donc ça rejoint un peu ce que je disais sur nos modes d'action. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui on est à peu près à 50% du trafic aérien, du transport passager par rapport à avant la crise. Et donc là on voit que les choses éventuellement ne s'arrangent pas ou pourraient même s'aggraver assez fortement fin d'année. Le deuxième, il est sur le climat social, mon deuxième point d'inquiétude. D'abord parce que, et c'est vrai que la crise sanitaire, c'est un peu l'union sacrée avec les partenaires sociaux dans le dialogue social, on se l'est beaucoup dit, je pense. Après, il y a eu la phase de retour à la réalité avec les plans de restructuration, et il va y en avoir d'autres, probablement, en tout cas dans la filière aéronautique, donc retour à la réalité, mais on était porté par un peu cette union sacrée. Mais aujourd'hui, on n'est plus tout à fait là-dedans. Aujourd'hui, c'est la lassitude, aujourd'hui, c'est le ras-le-bol, aujourd'hui, c'est l'ensemble des frustrations accumulées dans l'entreprise, mais également hors de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des demandes autour du pouvoir d'achat. Et même si des collègues s'en vont, les demandes d'augmentation de salaire, elles commencent elles arrivent, avec parfois des partenaires sociaux qui sont un peu moins capables d'encadrer le terrain. Et finalement, la crise de la représentation, la représentativité, elle les touche aussi. Et donc, chez nous, on a vécu des débrayages un peu sauvages, des mouvements spontanés, qui ne sont pas sans rappeler des épisodes où les gens mettaient des gilets pour aller sur les ronds-points. Donc ça c'est une inquiétude. La deuxième inquiétude, elle est sur le corps social dans son ensemble. On parlait de verticalité tout à l'heure, imposée un peu par la crise sanitaire. Ça laisse des traces aussi. Cette autorité, les injonctions qui ont été imposées, on voit bien d'ailleurs sur des sujets comme la vaccination, ce que ça veut dire. Mais dans l'entreprise, ça existe aussi. On a peut-être un peu abusé de l'injonction parce qu'il fallait. Ça laisse des traces. Et puis après, il y a les sujets sur les nouveaux modes de travail qui, pour moi, est un sujet de clivage très intense. D'ailleurs, on voit bien, selon le point de vue, c'est soit une souffrance, soit un bonheur. Mais à la fin, la question du sens se pose et la question de la cohésion des entreprises se pose. Et
Et juste pour la petite histoire, les débats qu'on peut avoir au sein du comité exécutif chez nous sont assez polarisés en fonction de la culture de chacun. Sans parler des nouveaux modes de management que ça implique, qui sont beaucoup plus de nature presque de contractualisation quasiment commerciale, et plus celle d'équipe qu'on embarque et qu'on emmène. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand même de noter que sur la plupart des baromètres de satisfaction, le critère qui ressort toujours le plus haut dans la satisfaction, c'est la proximité. C'est jamais la distance. Bon. Et pour autant, il y a quand même cette aspiration. Donc là, je pense qu'on a aussi un vrai sujet. Quand on mélange les trois, si en plus on fait les retraites, je pense que là, on se prépare de bons moments. Merci beaucoup, Jérôme. J'aurais bien voulu avoir l'avis de Jean-Dominique Simon-Poli, qui est le fondateur de l'association Dialogue, qui travaille avec nous, notamment sur le sujet du dialogue social. On a parlé des fractures, des possibilités, et voir, toi, aujourd'hui, quelle est un petit peu ta vision, et est-ce que tu as une question pour Anne-Laure Khoury sur ce sujet-là? Oui, moi j'ai beaucoup de questions pour Anne-Laure, mais déjà sur le télétravail, on sort d'une période un peu intense sur le sujet. Nous, on réalise tous les ans avec Sciences Po un baromètre du dialogue social. Et il vient de sortir là, il y a une quinzaine de jours. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens ne souhaitent pas vraiment que le télétravail se développe massivement. On a aujourd'hui, c'est les chiffres les plus récents de ce baromètre, il y a 67% des gens qui continuent à travailler sur leur lieu de travail. Voilà. Alors c'est une population active générale avec des cadres. Bien évidemment, les cadres sont beaucoup plus nombreux à travailler en télétravail, mais 67% qui aujourd'hui travaillent dans leur entreprise. Demain, quand on leur pose la question comment vous voyez un peu l'avenir, il y en a 59% qui veulent continuer à travailler sur le lieu de travail. Donc il n'y a pas une volonté massive qui s'exprime sur la question. Sur cette question-là, en tout cas. Sur les aspects du dialogue social, ce qu'on remarque, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que on voit aujourd'hui des collectifs de salariés s'organiser en dehors des organisations syndicales. Ce sont des choses qui sont un peu plus massives qu'auparavant. Et d'ailleurs, dans le baromètre, la question leur est posée, est-ce que c'est un phénomène qui peut s'amplifier? Et on voit qu'il peut s'amplifier aujourd'hui. Voire même il s'amplifie dans certains secteurs professionnels, certains secteurs qui étaient marqués par une forte présence syndicale. On voit aujourd'hui que le syndicalisme il est un peu dépassé par des nouvelles formes d'organisation. Et c'est vrai que c'est un peu problématique. En même temps, ça pose la question pour l'entreprise de savoir comment on va pouvoir discuter avec tous ces gens et comment le dialogue social peut s'instaurer aussi avec des salariés qui ne sont pas organisés au sein des organisations syndicales. Moi, la question que j'avais pour Anne-Laure, parce qu'on ne l'a pas abordé jusqu'à présent, c'est le monde d'après. Le monde d'après, il y a des métiers qui sont en tension, qui ont du mal à recruter. Et une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à recruter, c'est qu'il y a des problèmes de salariaux qui sont posés. Je pense à ce salarié de deuxième vague qui était présent là, dans les premiers jours du confinement. Et il y a des négociations qui sont engagées dans certains secteurs professionnels, dans certaines branches professionnelles. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu un point de ces négociations? Est-ce qu'il y a des choses qui avancent? Est-ce qu'on peut penser que demain, tous ces secteurs un peu délaissés, d'un point de vue salarial, pourront demain retrouver une certaine attractivité avec des nouvelles grilles de classification et de rémunération? Plusieurs choses. Il y a les métiers en tension. Enfin, les tensions au recrutement. Donc effectivement, là, le Premier ministre, là encore le disait mardi aux partenaires sociaux, lui, il est très frappé dans tous ses déplacements. C'est un des sujets qui revient le plus, cette question des tensions, au-delà des secteurs traditionnels dans lesquels les conditions de travail ne sont pas évidentes, comme restauration, bâtiment, etc. Donc là, vraiment, industrie, c'est aussi quelque chose qui est assez ancien, mais donc il est très marqué, lui, par cette question des tensions avec cette question du rapport au travail, encore une fois, avec des gens qui ne veulent pas revenir. C'est pour ça que je vous posais un peu la question des ruptures, parce que, visiblement, voilà, les gens veulent changer un projet, je sais pas. Voilà, donc, en tous les cas, ils ne veulent pas revenir là où ils étaient avant ou faire travailler dans les mêmes conditions. Donc, cette question des tensions que tu évoquais, ça c'est très fort. Donc, nous, on a demandé au ministère de nous faire des propositions. Bien sûr, Pôle emploi sera en première ligne sur le sujet, ce qui suppose d'ailleurs qu'il arrive à changer d'image par rapport aux entreprises, parce qu'on sait bien que c'est pas toujours là que on pense que, enfin, les entreprises ont du mal des fois à aller voir Pôle emploi. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment la volonté que la ministre du Travail nous fasse des propositions à court terme sur cette question des tensions
Donc ça, c'est un sujet qu'on rencontre fortement, et plus fortement, je pense, que ce qu'on avait anticipé. Après, il y a les travailleurs de deuxième ligne. Alors, sur les deuxièmes lignes, il y a plusieurs choses. D'abord, à un moment, on pouvait se demander première ligne, deuxième ligne. Finalement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui étaient en télétravail, ils ont eu une part. Enfin, eux considèrent que aussi ils ont contribué largement au fait que finalement on a réussi à tenir pendant la crise. Enfin, voilà. Donc il y a eu, moi je voyais où j'étais, l'assurance maladie c'est des salariés de droit privé, c'est pas des fonctionnaires. En tous les cas, cette question de la deuxième ligne, elle n'est pas de soi. Voilà. Il y a eu des efforts massifs qui ont été faits. Et bon, certes, ils ne sont pas tous déplacés pendant cette période très particulier du premier confinement. Mais du coup, il y avait cette question de l'interrogation pourquoi, ça n'allait pas tant de soi pour une partie des salariés, en tous les cas, cette question de la deuxième ligne. Mais dites-moi, vous, comment vous voyez les choses. Après, alors, il y a tout un travail qui est fait par le ministère pour effectivement cibler les branches dans lesquelles il y a, donc ils ont toute une série de critères qui ont été élaborés pour cibler les branches dans lesquelles il y a cette difficulté par rapport à ce qu'on avait considéré comme étant la deuxième ligne. Et puis après, donc là, il y a une impulsion forte du ministère sur ces branches, sachant que le patronat était pas nécessairement très allant au départ pour avancer. Donc ça, c'est un travail par branche. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas les éléments là, j'ai pas de bilan que je peux vous donner parce que c'est quelque chose qui se fait branche par branche, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir sur le sujet. Donc ça va être un travail où, tu vois, on va les amener à négocier. Donc l'État va mettre son poids pour amener à la négociation dans ces branches et arriver effectivement à ce qu'on ait une projection dans le temps qui ne sera pas que salariale, parce que ce n'est pas que des sujets de rémunération, on sait bien que c'est aussi de la promotion des grilles, enfin c'est plein d'autres choses. Bon, moi mon sentiment d'où je suis, parce que là effectivement je suis moins dans le détail des sujets, c'est que les réticences du patronat ont quand même été en partie levée, et donc on va pouvoir travailler plus sereinement avec ces branches. Après, c'est vrai qu'il y a une très forte attente, et moi je réagissais par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire cette question du climat social, je vous faisais part dans mon introduction, elle est très présente. Il y a eu ce moment où on a vu l'éclaircie, et donc je pense que là il y avait une question positive, mais ça peut rebasculer. Ça, on en a la conviction. Cette question, effectivement, du collectif et de la représentation et du rôle des syndicats, elle est très prégnante pour nous. Vous avez peut-être vu les résultats de représentativité. Je sais que Jean-Dominique, lui, les suit de près. Quand vous regardez les résultats de représentativité, vous voyez que globalement, on n'arrive pas à relever le nombre de votants de manière globale. La représentativité, c'est l'agrégation de plein de choses, parce que vous avez vos élections professionnelles, mais il y a aussi les chambres d'agriculture, il y a aussi les TPE, etc. Mais il y a un déclin quand même de la participation à ces modes de représentation. Donc alors que la réforme de la représentativité, son objectif, pour y avoir beaucoup travaillé, c'était arriver à réinsérer les syndicats dans l'entreprise, alors à faire en sorte que les salariés voient plus clairement leur rôle et que du coup le rapport aux syndicats bouge. Et ça, c'est vrai que là on a un doute sur le fait que la réforme ait atteint ses objectifs. En tous les cas, on ne le voit pas d'un point de vue quantitatif. On a une baisse de la participation. On a quand même, sur un corps social de 19 millions de salariés, on a à peu près un peu plus de 5 millions de gens qui de facto dont le vote est pris en compte. Donc c'est quand même pas... C'est pas énorme, quoi. Bon. Donc oui, cette question de la représentation, pour nous, elle est majeure. Je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin que ce qu'on a fait avec la réforme de la représentativité. C'est une étape, je pense qu'elle était indispensable parce que vraiment, on avait sinon des syndicats qui étaient plus obligés de s'implanter. Donc ça posait quand même une difficulté. Mais on voit bien qu'il va falloir que dans les prochains mois, d'ailleurs le président souhaite qu'on y travaille, on se pose cette question de la revitalisation du dialogue, cette représentation et comment est-ce qu'on l'articule, comment est-ce qu'on fait connaître je ne sais pas votre vision de comment est-ce que les salariés sont
amener à mieux connaître les accords, à pouvoir éventuellement en amont influencer les prises de décision, la manière dont ils vont être représentés. Enfin, cette question de la représentation au sein de l'entreprise par les syndicats, mais l'articulation avec les accords, elle est, mais comme de manière générale dans la vie politique en fait, hein, elle est extrêmement prégnante et ça va être un des grands enjeux, je pense, des prochains mois, prochaines années, parce que c'est pas quelque chose qu'on va régler facilement. Hein. Bon, vous voyez aussi du côté patronal, il y a eu les chiffres de représentativité patronale hier qui sont sortis avec donc une progression forte notamment de la CPME par rapport au MEDEF et du coup pareil une interrogation du patronat sur qui il représente vraiment. Là ce qui fait que la CPME par exemple progresse beaucoup, c'est le fait que le secteur médico-social, sanitaire et adhérer à la CPME, donc c'est d'autres types d'entreprises qui du coup sont représentées par la CPME et du coup derrière le patronat, on voit bien que le MEDEF se pose la question de ce type d'entreprise. Enfin, lui, il n'utilise pas le terme entreprise en fait. On considère que c'est pas complètement des vraies entreprises, alors que oui, c'est certes le modèle est peut-être associatif, mais de facto c'est des employeurs. Enfin, donc il y a quand même cette question de la représentation va se poser des deux côtés. Elle est, je pense, on a un besoin d'un patronat fort dans les branches. Hein. On n'a pas parlé du sujet des branches, mais la restructuration des branches, on a mis un peu la pédale douce là. Il va falloir quand même, quand on sera sorti de la crise, repenser et continuer. Hein. On voit que ça, c'est jamais, enfin, il y a jamais, à part l'État, il n'y a jamais vraiment d'enthousiasme hein, sur ce sujet. Mais globalement, on voit bien qu'on va être obligé d'avancer. Et sur la partie syndicale, enfin, moi, je pense, Jean-Dominique en est convaincu, mais c'est le sujet de la représentation des collectifs, de comment est-ce qu'on fait que, enfin, moi, je pense pour que nos syndicats gagne en légitimité, en visibilité. Enfin, ça, c'est là où il faut qu'on réfléchisse maintenant, en fait. Parce que dans le long, enfin, ça se construit dans le temps. Hein. Et on voit bien que là, quand même, il y a un effritement. Il y a un effritement dans les élections. Enfin, le taux de participation, là encore, baisse. Quoi. Donc, merci, Anne-Laure. Je crois qu'il y avait des questions dans la salle. Jean. Moi, j'ai une question très précise, c'est que dans le débat qui s'est instauré, on a oublié une dimension qui est depuis notamment le Covid et depuis quelques années, c'est la dimension territoriale. Moi qui ai eu de nombreuses années de conseil, depuis 2-3 ans, on peut dire qu'elle est très prégnante, aussi bien dans l'industrie de l'automobile que de l'aéronautique, où toutes les régions, tous les AT-Pro régionales, les OPCO deviennent des acteurs peut-être plus efficaces de mon point de vue que ceux qui sont censés représenter, par exemple, vous avez cité le MEDEF, etc. Je pense qu'un OPCO 2I, pour être très clair, qui regroupe 30 branches professionnelles, a une capacité d'offrir des passes d'une industrie à une autre. Quant à la région, il faut bien reconnaître que parce qu'elle soutient souvent les projets de développement, que ce soit sur l'avion du futur, que ce soit sur les batteries électriques, etc., joue un rôle d'incitation à aller vers de nouveaux métiers, vers de nouvelles, de nouveaux défis industriels. Et on voit bien que les organisations professionnelles sont plus efficaces quand elles sont territorialisées. Je prends l'exemple de nos amis, par exemple, de l'UMM. Leur force, il faut bien le reconnaître, c'est leur capacité à représenter territorialement leurs adhérents. Et merci. J'ai trouvé que dans la dimension de la discussion qui manquait, parce que M. Leparoux ou M. Bertin, ils savent très bien que si nous n'avions pas eu le soutien des régions, je pense notamment à l'aéronautique, où tout d'un coup on leur annonce à l'Occitanie, au Centre Val-de-Loire, au Pays de Loire, que tout d'un coup c'est des centaines d'emplois qui sont menacés, s'il n'y avait pas eu la coopération forte avec les DRETS, enfin ex-direct, DRETS et les régions, je pense qu'on aurait eu un aspect spectaculaire, voire
entre guillemets, manifestations, etc., beaucoup plus fort. C'est parce que Jean. ça a été anticipé. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long sur le sujet, mais c'était important. Anne-Laure Khoury, vous voulez rebondir? Non? D'accord. D'autres points de vue ou questions dans la salle? Oui. C'est un sujet qui paraît secondaire et qui est l'alternance. Il y a eu... pardon, excusez-moi. En tout cas, qui pour notre groupe n'est pas du tout secondaire. Donc il y a eu des mesures d'accompagnement très fortes pour promouvoir l'alternance. Et j'avais cru comprendre qu'en 2022, ces aides seraient beaucoup moins importantes. Voilà, je voulais savoir ce qu'il en était sur ce sujet. Oui, alors on ne pouvait pas parler de tous les sujets, hein, mais effectivement, l'alternance, compétences, globalement, c'est un point central pour nous, ce que je disais depuis le départ. Et effectivement, dedans, il y a la question des jeunes, et du coup, il y a aussi la question de l'apprentissage. Bon, là, vous avez vu qu'on a atteint des résultats exceptionnels en 2020, donc en pleine crise. Hein. Donc là, l'enjeu, c'est de continuer. Moi, les échos que j'ai des remontées de diverses, c'est plutôt encourageant. On voit que le maintien des aides, justement, exceptionnelles, joue, visiblement, dans les décisions. Enfin, pour l'instant, on a plutôt, il faudra voir la rentrée, mais pourtant, pour l'instant, on a plutôt des signaux encourageants, quoi. Donc les aides exceptionnelles, qui sont massives, effectivement, parce que c'est plusieurs milliards d'euros qu'on met dans ces aides, elles sont maintenues jusqu'à la fin de l'année. Et on va regarder comment ça se passe en septembre, en fait. On va regarder sur l'apprentissage, etc. Et on verra s'il faut ou non prolonger. Après, il faut avoir en tête que c'est plusieurs milliards. Hein. Donc il y a un moment où il faudra quand même reboucler. Mais pour le président, alors là, l'apprentissage, c'est un de ses cœurs d'une conviction profonde du fait que c'est un plus majeur pour l'insertion, pour les jeunes. Enfin, vous regardez les taux d'insertion, ils sont quand même très bons. Donc, et qu'il faut arriver qu'on a encore de la marge, en fait, de toute façon, en termes d'apprentissage, et qu'il faut vraiment arriver à installer ça durablement dans le temps comme une voie d'accès classique finalement à la formation. Donc ça, on va soutenir et on sera très très attentif au moindre signe de frein par rapport à ça. Juste un point sur vous m'avez pas parlé des aides jeunes, mais c'est quelque chose qu'on a arrêté pour le coup fin mai, sauf erreur, oui c'est fin mai, parce qu'on avait vu que c'était un dispositif qui s'essoufflait. D'abord c'est une incitation à l'embauche, donc on voit que c'est plus une accélération de la prise de décision que de la création d'emplois en tant que telle. Nous là c'est encore quelque chose qu'on va surveiller de près, c'est-à-dire que si on voit après l'été que sur les jeunes il y a des difficultés, je pense que on regardera, on se réinterrogera sur une aide à nouveau pour cette population donnée, sachant que par ailleurs on a plein d'autres réflexions sur les jeunes pour voir comment on arrive à mieux les insérer. C'est en tous les cas une de nos priorités. Mais donc sur aide à l'apprentissage, je ne peux pas vous répondre pour 2022 parce qu'on va regarder comment ça se passe. Mais jusqu'à la fin de l'année, pas de difficultés. Et puis je ne sais pas s'il y a des organismes de formation des CFS qui sont ici, mais globalement une grande stabilité du dispositif sur les coûts, surtout pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude trop forte et que du coup ça ne remette pas en question la manière dont les entreprises se positionnent et comment les organismes aussi se positionnent. Mais je vois qu'il est 10h30. Merci beaucoup, il est 10h30, donc je vais devoir clôturer nos échanges, ce qui était passionnant. Je vous remercie beaucoup parce qu'on a passé 2 heures ensemble. Je pense que ces 2 heures nous ont permis de faire le point, en tout cas d'avoir beaucoup de pistes de réflexion sur l'ensemble des sujets liés au monde de demain, et on voit qu'il y a beaucoup de problématiques sur les compétences, sur la reconversion, sur l'alternance, sur les retraites, on n'en a pas parlé et c'est dommage, mais c'est aussi un sujet qui est important. Je vais demander à Aurélie de venir clôturer notre échange et vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui. Merci Sophie. J'ai pas l'impression. Merci Sophie. Pour ma part, j'ai noté 4 points sur lesquels j'aurais envie de revenir. Le premier, évidemment, c'est que les compétences, c'est le sujet majeur du monde d'après.
D'abord pour les plus fragiles, mais en fait aussi finalement pour tous les actifs. Et donc un des enjeux, ça va être d'élargir l'accès aux dispositifs de reconversion pour pouvoir mieux adresser les ETI, les PME, et aussi pour pouvoir embrasser toutes les catégories d'actifs. Le deuxième sujet sur lequel j'avais envie de revenir, c'est l'organisation du travail. Et on voit bien que sur ce sujet-là, les choses ne sont pas encore parfaitement claires, puisque finalement, ce que les salariés nous disent, c'est que leur première envie, c'est que sur cette problématique-là, le monde d'après ne soit pas moins bien que le monde d'avant. Ils n'ont pas tellement d'idées préconçues sur ce que ça devrait être. Il y en a qui sont très enthousiastes à l'idée du travail hybride. Il y en a d'autres pour qui, en revanche, ça représente des risques psychosociaux. Et dans tous les cas, ça pose des vraies questions de cohésion et de collectif pour l'entreprise. Le troisième sujet, c'est Jérôme Leparot qui me l'a inspiré, c'est que le monde d'après, il ne sera pas uniforme. Il sera à la fois pas uniforme pour tous les secteurs d'activité, avec des reprises qui ne seront pas uniformes non plus. Il ne sera probablement pas uniforme non plus dans les territoires. Et tous les dispositifs d'aide à la relance qui vont venir doivent prendre en compte ces disparités sectorielles, ces disparités territoriales. Enfin, tous nos intervenants l'ont souligné, le dialogue social doit jouer un rôle clé dans la construction du monde d'après et accompagner les transformations des entreprises. Et autant pendant la crise, l'union sacrée était manifeste, autant en sortie de crise, il va falloir réussir à réconcilier les aspirations légitimes des salariés qui sont exprimées par les partenaires sociaux et la réalité quotidienne toujours un peu difficile que vivent les entreprises et leurs dirigeants. Et aussi il y a la question de la représentativité. Et c'est seulement si on arrive à réconcilier ces différents points de vue pour continuer à avoir un dialogue social nourri qu'on pourra construire de façon efficace et de façon consensuelle aussi, et c'est important, le monde d'après. Voilà, ceci étant dit, il me reste à vous remercier pour votre présence ce matin, à remercier également nos invités et à vous donner rendez-vous à la rentrée, en tout cas je l'espère, pour un prochain opus présentiel. Merci à tous et excellente journée.